Nous sommes le mardi 16 mars 2023 et vous écoutez le premier épisode de la 6e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on inaugure cette 6e saison avec une émission entièrement dédiée au système autofocus qui équipe nos précieux appareils photo-vidéo hybrides. Avec notre invité Louis Royer, journaliste spécialisé pour le magazine en ligne Les Numériques, nous allons tout vous expliquer sur le fonctionnement du système autofocus de votre appareil et vous apprendre comment l'utiliser au mieux pour réussir à tous les coups votre mise au point. Cette émission vous est présentée par le Lumix S5 Mark II, le premier appareil Lumix avec un autofocus hybride à détection de phase et de contraste. Quel plaisir, je suis trop content de reprendre un peu ces émissions, de retourner au micro, de te retrouver mon ami Benjamin. Comment vas-tu aujourd'hui Benjamin ? Écoute, je suis très content aussi Arthur. Je vais mieux, puisque je sors de l'hiver avec un rhume. J'avais oublié ce que c'était. Voilà. Je suis content. Et j'ai pris les transports en commun par jour de grève, puisque je ne pouvais pas faire de vélo avec mon rhume. Une vie palpitante Benjamin. Ouais, je crois que je ne réitérerai pas l'expérience. Salut Louis, comment tu vas ? Ça va, ma fille de 7 mois fait ses dents, donc du coup les nuits sont donc toujours ça ne va pas, tu es fatigué ? Ouais, j'ai 7 mois de fatigue avec moi, mais bon, exposons tous nos problèmes, ça fait du bien. je suis chez le dentiste après aussi. Bon, on est super content de te retrouver une nouvelle fois à ces micros. Dis-moi, il y a eu pas mal de changements au numérique là ces derniers mois, vous avez changé de maison il me semble. On a changé de décor déjà, ouais. il y a bientôt un an, et on va rechanger de décor. Donc vous allez redéménager ? On va redéménager parce qu'on était donc dans le centre de Paris. Maintenant, on est à Boulogne-Billancourt. On va s'enfoncer un peu plus dans Boulogne-Billancourt. Voilà, on est dans des grands groupes maintenant, donc les grands groupes ont besoin de grands bâtiments, dans des grands espaces, et à Paris, les espaces sont assez petits. Bon. Alors Benjamin, à l'intersaison, il s'est passé quelque chose de très important pour nous. Nous avons franchi la barre symbolique des 500 000 écoutes. Et les micros ont changé du coup. Et les micros ont changé du coup depuis le lancement de ce podcast. Il y a plus de 2 ans, bientôt 3 ans maintenant, puisque ça date de 2020. Et évidemment, c'est l'occasion de remercier une nouvelle fois de vive voix tous nos partenaires qui permettent à cette émission d'exister. Et évidemment, toutes les personnes qui sont venues témoigner à nos micros dans notre studio ou au travers des nombreuses capsules que l'on vous fait écouter dans nos émissions. Bien entendu, on souhaite remercier très 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 chaleureusement tous nos auditeurs et pour eux, on a une surprise de taille. Alors on réfléchit depuis des semaines à l'organisation d'un concours pour fêter comme il se doit ces 500 000 écoutes et faire gagner un très beau cadeau. Un cadeau qui, pour nous, doit avoir du sens finalement pour ce format de podcast audio qui nous est si cher et qui doit avoir évidemment aussi du sens pour notre sujet de passion qui est la photographie. Un cadeau d'ailleurs que l'heureux gagnant pourra toujours emporter avec lui, qui lui permettra d'écouter dans les meilleures conditions possibles notre podcast et qu'il pourra utiliser pour faire de la photo et de la vidéo. Nous sommes très fiers de nous associer pour ce concours à Samsung et de vous permettre de remporter un très beau duo, un smartphone évidemment tout nouveau, il est sorti il y a quelques semaines, c'est le Galaxy S23 Ultra, le fleuron de la gamme S qui excelle dans tous les domaines et en particulier en photo, et pour l'accompagner évidemment une magnifique paire d'écouteurs hi-fi Galaxy Buds 2 Pro sans fil pour pouvoir profiter de notre podcast dans les meilleures conditions. Alors, on vous propose d'écouter d'ailleurs le témoignage de Julien Douabin, qui est le chef produit mobile chez Samsung France, nous parler des performances de ce smartphone en termes de photos et de vidéos. Je vous conseille de l'écouter avec attention. Ce S23 Ultra, nous on le considère vraiment comme notre smartphone le plus polyvalent en photo et en vidéo, puisqu'il embarque déjà 4 modules photo. Donc ce module photo principal de
de 200 millions de pixels, qui est un module photo Samsung. On a également un module photo ultra grand angle de 12 millions de pixels. Et puis, on a surtout une gestion du zoom optique qui est très intéressante, puisqu'on est capable de gérer optiquement 2 niveaux de zoom en x3. Donc, c'est un équivalent 69 mm, et en x10, donc zoom optique x10, un équivalent 230 mm. C'est hyper intéressant pour venir couvrir un petit peu tous les scénarios que vous puissiez par exemple rencontrer. Je pense notamment au capteur de 200 millions de pixels. Il est très intéressant, ce capteur, puisqu'il permet de venir shooter dans différentes conditions de luminosité. Donc, vous êtes en mesure de shooter en très haute définition, donc en 200 millions de pixels, si jamais les conditions de lumière sont idéales. Et puis, on a la flexibilité derrière d'osciller sur du 50 millions de pixels dès que les conditions de lumière peuvent être un peu plus extrêmes, et en mode, je dirais, très sensible, puisque le pixel banning permet de fusionner 16 pixels en un pour shooter là où les conditions de lumière sont vraiment moins bonnes. Alors, l'application Expert RAW, donc qui est embarquée par défaut sur tous les Galaxy S23, donc sur le Galaxy S23 Ultra, et qui est téléchargeable en fait directement dans l'appareil photo, permet de tout simplement venir jouer avec tous les paramètres possibles et imaginables de la photo. Donc, on peut jouer avec ses ISO, avec sa vitesse d'obturation, avec sa balance des blancs, et ça permet derrière, à chaque cliché immortalisé, de venir pouvoir exporter, si on le souhaite, les fichiers en JPEG et en RAW, soit en 12 millions de pixels, soit en 50 millions de pixels. On est capable de filmer en Full HD, 4K à 30 images par seconde ou à 60 images par seconde. Et la vraie nouveauté cette année, c'est qu'on embarque également de la 8K à 30 images par seconde. Donc l'année dernière, on était en 24, on passe à 30 images par seconde pour des vidéos qui sont encore plus fluides. Donc vous l'aurez compris, l'idée, c'est de proposer avec ce S23 Ultra le smartphone le plus polyvalent en photo et en vidéo, grâce à toutes les améliorations et à toutes les technos dont je viens de vous parler. Et donc, on vous souhaite bonne chance pour ce jeu concours qui vous permettra de gagner un Galaxy S23 Ultra. Donc, pour les 500 000 écoutes du podcast, faut pas pousser les ISO. Impossible évidemment de vous présenter en détail toutes les caractéristiques et fonctionnalités de ce smartphone et de ses écouteurs. Vous trouverez évidemment toutes les informations sur le site internet de Samsung. En tout cas, grand merci à Samsung pour cette très belle dotation. Donc, pour tenter de gagner ce Galaxy S23 Ultra et ses écouteurs Galaxy Buds 2 Pro, c'est comme d'habitude, c'est très simple et ça se passe sur notre compte Instagram. Premièrement, il faut commencer par suivre les comptes Instagram de Faut pas pousser les ISO et de Samsung France. Et deuxièmement, il faut répondre en commentaire du post qui annonce le concours sur notre compte à la question suivante. Quelle est la définition d'image maximale offerte par le Galaxy S23 Ultra en format RAW? Si vous avez bien écouté la présentation de Julien, vous aurez la réponse. Un tirage au sort sera organisé pour désigner le grand lauréat qui sera révélé dans l'épisode S603 du podcast et invité à nous faire un petit retour d'expérience. Vous avez jusqu'au 24 mars minuit pour participer. Bonne chance à tous. Allez, on attaque l'émission en tant que telle et on commence comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, flashback sur les grosses annonces que nous avons manquées durant l'intersaison. Leica lance un nouveau télézoom en monture L et le festival Circulation revient pour une 13e édition. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Depuis la fin de la dernière saison du podcast, fin décembre, il s'est passé beaucoup de choses côté Actu Photo. Impossible de faire un récap exhaustif, mais nous avons évidemment noté quelques nouveaux produits très intéressants sur lesquels nous aurons sans doute l'occasion de revenir au cours de cette 6e saison. Si on reprend les choses par marque, Canon a été probablement le constructeur le plus actif de ce début d'année avec pas moins de 2 nouveaux boîtiers et 2 nouvelles optiques. On commence avec le monde de l'APS-C et l'arrivée d'un modèle entrée de gamme, l'EOS R50 ultra compact, proposé nu au prix de 829 €. Le constructeur ajoute également un télézoom en monture RFS à son catalogue avec le nouveau 55-210 mm f5.6.7 IS STM qui lui est proposé au prix de 449 €.
On continue avec le plein format et l'arrivée d'un nouveau boîtier lui aussi entrée de gamme, l'EOS R8 est équipé d'un capteur de 24 millions de pixels non stabilisé, de l'autofocus du R6 Mark II dopé à l'IA, d'une rafale jusqu'à 40 images par seconde et d'un mode vidéo jusqu'au 4K 60p. Le nouveau EOS R8 est proposé au prix nu de 1 799 € ou en kit avec un nouveau RF 24-50 mm f4.5 6.3 ISSDM au prix de 1 999 €. Lumix a aussi beaucoup fait parler de lui avec le lancement du S5 II, un boîtier ultra polyvalent proposé au juste prix. L'appareil exploite un capteur 24-36 mm stabilisé de 24 millions de pixels, intégrant pour la première fois une technologie autofocus à détection de phase et piloté par le nouveau processeur L-Square. On retrouve le double ISO natif, une rafale à 30 images par seconde et un mode vidéo jusqu'au 6K 30p en 420 10 bits. Le Lumix S5 II est proposé nu au prix de 2 199 € et est accompagné d'une nouvelle optique ultra grand angle, un 14-28 mm f4.5.6 qui, elle, est proposée au prix de 799 €. Sigma a été aussi très actif depuis ce début de l'année avec l'annonce et ou le lancement de pas moins de 5 objectifs. Leurs 3 premiers objectifs en monture Nikon Z APS-C avec les 16 mm, 30 mm et 56 mm f1.4 DCDN en gamme Contemporary. Ils ont également lancé un 50 mm 1.4 Art en monture L et E 24-36 mm proposé au prix de 949 € ainsi qu'un 60-600 mm f4.5 6.3 DGDN OS Sport qui lui est proposé au prix de 2 349 €. Pour rester dans le domaine de l'optique, on peut citer aussi Nikon qui a fait naître un Nikkor Z 85 mm f1.2S qui est proposé au prix de 3 349 € et un Nikkor Z 26 mm f2.8 Pancake qui lui est proposé au prix de 589 €. Tamron a pour sa part annoncé le développement d'un 11-20 mm f2.8 en monture Fujifilm X et l'arrivée d'un nouveau service de test et de prêt d'optique pendant des opérations de maintenance SAV auprès d'une sélection de revendeurs spécialisés. Samyang a annoncé un 75 mm 1.8 en monture Fujifilm X proposé au prix de 479 € et OM System a officialisé le M Zuiko Digital ED 90 mm f3.5 Macro IS Pro au prix de 1 499 €. Leica a lancé 2 nouvelles optiques en monture L pour les hybrides 24-36 mm, un 35 et un 50 mm f2 proposés respectivement au prix de 2 295 € et 1 990 €. Enfin, Sony a annoncé le développement d'un 300 mm f2.8 G Master stabilisé pour les Jeux Olympiques de 2024 et lancé un nouveau 50 mm f1.4 également en gamme G Master. Et pour terminer, Pentax a aussi fait parler de lui en présentant un mystérieux projet de développement d'un réflexe argentique pour 2023. Plus dans l'actualité chaude maintenant, Leica vient d'annoncer un nouveau télézoom en monture L compatible avec les hybrides Leica, Sigma et Panasonic. Il s'agit d'un 100-400 mm offrant des ouvertures maximales glissantes f5 6.3 et équipé d'une stabilisation optique. L'objectif qui fait penser au modèle proposé par Sigma exploite une formule optique composée de 22 lentilles réparties en 16 groupes. Il s'agit d'un objectif relativement compact avec une longueur de moins de 20 cm et léger avec un point de 1,53 kg. Pour accompagner ce nouvel objectif, Leica annonce également un multiplicateur de focale de 1,4 fois actif qui permet d'allonger sa focale maximale jusqu'au 560 mm. Le nouveau Leica Vario Elmar SL 100-400 mm f5 6.3 est proposé au prix de 2 250 € et le Leica Extender L 1,4 fois au prix de 920 €. Pour info, le Sigma 100-400 mm f5 6.3 DGDN OS Contemporary est proposé pour sa part en monture L au prix de 999 €. Et pour terminer, le festival européen Circulation dédié à la jeune photographie, porté par le collectif FetArt, revient au 104 à Paris pour une 13e édition. Cette année, pas moins de 27 artistes de 14 nationalités différentes seront présentés sur près de 2000 m² d'exposition avec un focus tout particulier sur la jeune photographie bulgarienne. Circulation, ce n'est pas que des expositions, mais c'est aussi beaucoup d'animations les week-ends, avec des masterclass gratuites, des lectures de portfolio et des workshops. Vous aurez aussi la possibilité de passer au studio photo, pensez à réserver, et vous faire tirer le portrait par des artistes photographes de renom. Enfin, le festival a pensé également aux plus petits, avec une exposition à hauteur d'enfants. Circulation, c'est au 104 dans le 18e arrondissement de Paris du 25 mars au 21 mai. Retrouvez toutes les informations sur le site du festival, festival-circulation au pluriel.com.
Bon, évidemment, hein, c'était un flash actu un peu long, hein, parce qu'on a dû revenir sur ces quelques mois de non-diffusion du podcast. Disons, le marché de la photo est particulièrement chaud en ce début d'année 2023. Et encore, je crois que tu as oublié les deux Leica 35 et 50 f2 en plus. Ah non, je les ai dit, Tu il les as dit semble. Ah, je ouais, croyais, je les ai j'avais dit. zappé. Je les ai dit. C'est vrai que le flow était continu. Non, Le marché de la photo, je me suis endormi. il a été très actif en début d'année, tout début d'année. Mm. Nous, on reprend, c'est vrai, là, courant mars, mais le CP+, a été quand même très calme, hein, qui est censé être un rendez-vous important aussi. Ouais, mais de toute façon, il n'y a des plus optiques, vraiment mais- de grosses annonces hein, sur ces salons-là hein, maintenant. Ce qui est intéressant ou pas, alors ils doivent sans doute se tirer la corde entre eux, mais le CP+, c'était fin février, et la première semaine de février, il y a eu 4-5 jours, il y a eu 3 annonces par jour de tous les constructeurs. Ils se sont tous dit, il faut Plein tout d'optiques. bombarder là. Ouais. Et je sais pas pourquoi cette semaine-là, particulièrement plus qu'une autre, alors qu'il y a le CP+, justement, ils auraient pu profiter du CP+, pour annoncer des trucs. Non, on annonce 3 semaines avant, tous en même temps. Il y a quelques années, il y avait des temps forts. Il y Ouais. avait la Photokina, il y avait le salon de la photo, éventuellement la PMA, le CES, Ça commence le à CP+. remonter, Ouais, mais du coup, c'était des repères pour des sorties. Désormais, bon, c'est un y a petit peu plus de repères. étalé, quoi. Ouais. Et du coup, on se retrouve avec une espèce d'avalanche là, à décrire en mars. Mais si on regarde dans le détail, il n'y a pas tant de boîtiers que ça. Il y a beaucoup d'optiques, mais il n'y a pas tant de boîtiers que ça non plus. Hein. Et surtout, alors, hormis le S5 II, qui est vraiment une grosse nouveauté pour plein de niveaux de Lumix, les R8 et R50 de Canon, ils sont quand même assez particuliers. C'est des positionnements très spéciaux. Le R50, il ressemble beaucoup à un EFM M50 hybride d'il y a quelques années, qui n'était pas non plus le plus novateur dans sa catégorie. Là, on dirait plus un réflexe, je sais pas moi, un 2000D, Un 200D. un C'est 200D. c'est des ouais. positionnements tarifaires, C'est ça. quoi. Ils structurent l'entrée de gamme. Bah, le R8, il est pas trop entrée de gamme à 1800 €. T'es plus vraiment sur l'entrée de gamme à ce niveau-là. T'as des boîtiers plein format hybrides qui ont peut-être 2-3 ans, alors qui n'ont pas forcément le même système autofocus, mais qui sont stabilisés, qui sont plus audacieux en vidéo ou même en photo. A6 Ouais, A7 III toujours, ouais, A7C, S5 premier du nom, même des Z6, enfin qui sont au même tarif. R8 à 1800 €, c'est très compliqué. On s'attendait à un nouvel RP, qui est, je sais plus, lancé à 1300, je sais comme ça. Alors je sais qu'il y a l'inflation, ceci, cela, mais 1800 €, ça fait cher pour un boîtier non stabilisé quand même. C'est un RP avec les specs du C'est ça. RP2, enfin grosso modo, mais c'est le gabarit du RP. Non, par contre, S5 II et S5 II X Oui. qui sortira un peu plus tard. Un petit Donc, peu plus il y a tard. 2 boîtiers qui ont été annoncés Ouais. en même temps, quoi. Bon, de toute façon, on aura l'occasion, hein, comme je l'ai dit, de revenir sur toutes ces nouveautés au cours de la saison. Moi, je voulais juste rajouter une petite chose, une petite information. C'est le prix Fisheye pour les 10 ans du magazine. Fisheye propose un appel à candidature ouvert à tous, avec à la clé une exposition, hein, rien que ça, pendant les rencontres d'Arles, une publication dans le magazine et un ouvrage édité par Fisheye Édition. Alors pour participer, il faut envoyer un portfolio au format PDF de 15-20 images et une note d'intention, et vous avez jusqu'au 31 mars pour tenter votre chance. Alors, puisqu'on parle de nos confrères de la presse écrite, un mot sur le projet de nos amis de Réponse Photo qui passe par le financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank pour financer un hors-série intitulé « La photographie face aux défis environnementaux » avec en invité principal Sebastião Salgado. Donc c'est un beau projet qu'ils veulent imprimer en France. C'est un numéro qui fera 192 pages, imprimé sur un beau papier. Et pour que tout cela voie le jour, pour que ça aboutisse, une contribution à hauteur de 19 € est demandée. Donc il reste une trentaine de jours pour participer. Alors, ça peut surprendre qu'un titre qui appartient à un groupe aussi puissant médiatiquement que Reworld demande un financement, mais il faut savoir que ce sera un numéro qui sera affranchi de toute page de publicité. Et chaque exemplaire vendu rapportera 1 € à l'ONG de Sebastião Salgado et sa femme Lélia Wanik Salgado, l'Instituto Terra. Donc, vous faites une bonne action et ce projet semble plein de sens au niveau éditorial. On vous invite aussi au passage, évidemment, à réécouter notre Au coin du feu consacré à Sebastião Salgado. Bon. Allez, on clore le flash actu là-dessus et on passe à ta story hebdomadaire, Benjamin. Et pour inaugurer cette 6e saison, tu vas nous parler de l'édition 2023 du Festival Photo de la Gacilly qui se déroulera du 1er juin au 1er octobre. Une année toute particulière pour les organisateurs puisqu'ils fêtent leurs 20 années d'existence.
Auguste Coudray, président du festival photo Lagacilly, nous fait part de ses souvenirs et de ses ambitions au moment de célébrer cette date anniversaire. La story vous est présentée cette semaine par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Auguste Coudray, bonjour. Bonjour. Je profite de l'occasion et du 20e anniversaire du festival de la Gacilly pour vous demander quel sentiment vous anime au moment de célébrer cette date importante et cette date anniversaire. Et 20 ans, on a qu'une fois 20 ans dans sa vie. Et c'est vraiment la première image qui me vient en tête, celle de célébrer un moment particulier, 20 ans d'histoire et puis au moins, j'espère, encore plus de 20 ans à construire. C'est pour moi un anniversaire qui est carrément un petit peu un go-between entre une période où on a grandi, où on s'est affirmé, et l'autre qui est celle où on se projette. Pour rien vous cacher, un peu de fierté partagée avec bien sûr toutes les personnes avec lesquelles on a pu travailler pour ces 20 ans derniers. Beaucoup d'émotions parce que c'est dans ma tête sont des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de visiteurs passés. Des regards différents, des âges différents, des remarques différentes, des sourires, des colères, des étonnements, des émerveillements. En fait, c'est tout ça. C'est tout ça qui me revient quand vous me posez cette question, finalement. Et c'est ça qui caractérise le festival. Vous parlez de colère, vous parlez d'émotion aussi. On sent qu'il y a quand même une forme de militantisme, non, d'engagement derrière la création du festival il y a 20 ans. Complètement. Il y a 20 ans, on était un peu lanceur d'alerte. On commençait à s'inquiéter sur l'état de la biodiversité, sur les rapports entre l'homme et son environnement. Oui, on était au fait avec quelques actualités qui commençaient à vraiment nous inquiéter. Et on a souhaité, avec les photographes et avec ces regards partagés de grands reporters et d'artistes, mettre en scène un peu tout ça pour jouer ce rôle de lanceur d'alerte. 20 ans après, malheureusement, on se rend compte qu'on ne s'est pas trompé et que malheureusement, une nouvelle fois, les choses se sont peut-être dégradées, même certainement. Mais en même temps, notre volet engagé et militant dont vous parlez, pour moi, il est aussi dans cette volonté de magnifier la résilience, de magnifier la résistance à ces constats dont on parle qui sont pas beaux à voir par moment. Et c'est un petit peu ce qui peut résumer le festival photo Lagacilly, c'est de montrer sans réserve, pas montrer pour montrer, pas montrer pour jouer le populisme, surtout pas. Montrer, veut dire quoi? Ça veut dire émerveiller, ça veut dire interroger, ça veut dire interpeller, ça veut dire émouvoir, mais avec toujours ce souci d'espérer demain un monde plus responsable. Et donc, c'est dans tous ces regards croisés, cette volonté et ce souhait de dire que face à tout ça, il y a des femmes et des hommes qui se bougent et que rien n'est perdu. Concernant l'avenir justement du festival, parce que ce qui le caractérise aussi, c'est sa gratuité et c'est son ouverture aux scolaires. Est-ce que toutes ces choses-là peuvent être maintenues? Enfin, on sait que le secteur de l'événementiel a beaucoup souffert ces derniers mois, ces 3 dernières années notamment. Donc comment vous envisagez l'avenir du festival au sens large? Vous avez raison, le festival de photo Lagacilly 2023 connaît la crise, comme bon nombre d'événements culturels et je dirais comme bon nombre, si on parle d'économie locale ou globale, d'entreprises ou de milieux associatifs. Face à ça, on partage le portage également du festival, bien sûr près de mécènes, près de sponsors, mais on embarque avec nous tout un village, le village de Lagacilly. Le festival photo, c'est globalement 7 millions d'euros de chiffre d'affaires générés à chacune des éditions. Plus de 4 millions sont réinvestis sur le territoire. Et bien tout simplement, c'est du bon sens, c'est de demander aux gens aussi qui participent avec nous, enfin qui bénéficient de par leur métier et leur engagement bien sûr, à asseoir le festival malgré les aléas économiques que l'on peut connaître.
Ça a l'air de prendre vraiment. Donc depuis déjà quelques années, on avait amorcé un petit peu cette pompe là. Et là, depuis cette crise que l'on connaît, tout le monde se rend compte qu'un événement culturel tel que le Festival Photo Legacy, eh bien, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer tant sur le sens, tant sur la notoriété qu'il donne aussi au village de Legacy, qui est une vraie destination, mais tant au niveau aussi économique. C'est toute une communauté qui se met autour du festival. Moi, j'ai envie de lire l'avenir comme ça, comme étant peut-être un territoire qui devienne demain un laboratoire des transitions, globalement, et qui permette de voir qu'une économie circulaire vertueuse est possible. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une anecdote qui vous revient, qui vous a marqué, qui vous a ému, quelque chose qui vous revient à l'esprit quand vous pensez à toutes ces années depuis la création du festival? Oh, j'en ai plein. J'ai des souvenirs de photographes qui, voyant leurs photos, n'en reviennent pas de ce qu'ils ont créé, parce que nous, on expose XXL, hein, nos plus grandes photos font 80 mètres carrés. J'ai cet étonnement-là, j'ai ces émotions de photographes, mais de renom, hein, au niveau international. J'ai des clins d'œil, des sourires, des coups de main impromptus auxquels on ne s'attendait pas, de gens du pays qui viennent vers nous, qui nous disent écoutez, là, j'ai 2 jours, j'ai 3 jours, voilà mes domaines de compétences. Je peux vous donner un coup de main parce que vous m'aviez fait savoir que vous auriez besoin de ci et de ça. J'ai des visiteurs en famille qui entament des discussions intergénérationnelles. Hein. Chez nous, c'est vraiment la famille. Hein. C'est les petits, c'est les grands, c'est les grands-pères, les grands-mères, c'est les ados. Et des discussions de fond, de sens. Les rues redeviennent espace public au sens noble du terme. On vous souhaite que l'aventure continue et que vous restiez un village irréductible en Bretagne les 20 prochaines années. On l'espère de tout cœur. Et de toute façon, on en prend vraiment les moyens. Et puis il faut croire à la vie, quoi. Merci beaucoup, Auguste. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment un beau festival hein, que ces rencontres de la Gacilly. Benjamin, on connaît un peu la programmation pour l'édition 2023 ? Alors, elle va être dévoilée aujourd'hui, c'est-à-dire le jour de diffusion de l'émission. Jeudi 16. Le jeudi 16. Le programme complet va être dévoilé. Il y a de très beaux noms. Donc, rendez-vous sur le site de la Gacilly. Puis nous, on en parlera la semaine prochaine un peu plus en détail. Un petit mot aussi sur un autre événement qui est en lien avec la Gacilly, qui a lieu en Autriche, à Baden plus précisément, sur les mêmes périodes, c'est-à-dire de juin à octobre, qui s'appelle également Baden-la Gacilly. Donc en fait, c'est un petit frère du festival. Ça fait 6 ans qu'il existe. Il y a à peu près la même affluence. Donc grosso modo, la Gacilly, c'est quoi ? C'est à peu près 300 000 visiteurs à chaque édition. Baden, c'est 260 à 300 000 visiteurs aussi. Et les thématiques sont décalées d'1 an, c'est-à-dire qu'on aura la thématique Orient, celle qui était à l'honneur en Bretagne l'année dernière. Compris. Voilà. Et on s'en souvient parce qu'on avait reçu Véronique de Viguerie pour Au coin du feu. Elle revenait tout juste de la Gacilly et elle avait été subjuguée par la taille énorme de ces tirages dans la ville du Morbihan. Voilà. Donc, un petit gramme de culture dans une émission qui va parler beaucoup de matos. Bon, en parlant de culture, Louis, vous traitez un peu de l'actualité culturelle sur les numériques ? Alors, on traitait, hein, et on essaye de retraiter l'actualité culturelle sur les numériques en photo. C'est un peu un petit point de déception par moment, mais on a un manque un peu de main-d'œuvre des fois pour traiter tout ça, quoi. D'accord. C'est vrai qu'on essaye, mais c'est laborieux derrière le flux de matos, justement, parce qu'on est avant tout guide d'achat et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et quand tu dis, tiens, je vais faire autre chose, et finalement, là, il faut mettre à jour les comparatifs, il faut faire des tests labo en plus. Mais oui, on voudrait tester de la culture, on relaye beaucoup les concours, on relaye beaucoup les événements comme ça. Mais oui, on ne teste pas assez de culture, enfin, on parle pas assez de culture photo, à mon goût du moins. Mais on va essayer de se rattraper. Ok. Bon, je vous propose qu'on fasse une petite respiration, une petite pause avant d'attaquer le grand débat de cette émission autour de l'autofocus. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Alors ce nouvel hybride plein format Lumix S5 II, tu en penses quoi ? Que du bien. Tu savais que c'est le premier appareil Lumix avec un autofocus hybride à détection de phase et de contraste ? Il est très rapide et il capte tout.
tout, des yeux aux animaux, même à 30 images par seconde en mode AFC. Et tu réalises toujours ton court-métrage? Oui, je tourne en ce moment. Avec son enregistrement vidéo illimité jusqu'en 6K, c'était un régal. Il a un vrai rendu cinéma, la colorimétrie est top, et le mode anamorphique stabilisé, c'est un vrai plus en tournage. J'ai aussi vu une amélioration impressionnante de sa double stabilisation d'image. Elle compense parfaitement les mouvements en photo, mais aussi en vidéo. Et je peux suivre mon sujet même en courant. L'image reste stable et mon focus ne décroche pas. En plus, il est très compact et résistant. C'est idéal en tournage. De quoi créer de beaux contenus et exprimer toute ta créativité sans te soucier de la technique. Nous sommes de retour avec le journaliste spécialisé Louis Royer pour parler d'autofocus. L'autofocus est un vaste sujet qui peut être abordé par le prisme du boîtier, mais aussi par celui de l'optique. Alors on va essayer de traiter les choses un peu dans l'ordre et commencer par nous intéresser au boîtier, et plus particulièrement aux différentes technologies que l'on peut rencontrer. Alors schématiquement, le système autofocus d'un appareil photo pilote le mouvement des lentilles qui sont à l'intérieur de l'objectif pour qu'il projette sur la surface du capteur une image nette, et ce en fonction de la distance du sujet que l'on souhaite voir nette sur son image. Sur un hybride, contrairement au réflexe, la mise au point se fait directement et uniquement sur le capteur de l'appareil. Il s'agit d'un système autofocus passif hybride qui combine de la détection de phase et de la détection de contraste. Nous avons demandé au journaliste Volker Gilbert de nous expliquer comment fonctionne la majorité des systèmes autofocus embarqués dans les hybrides. On l'écoute. Déjà, il faut savoir que les deux concepts, donc la détection de contraste et la corrélation de phase, ils existaient déjà avant dans les réflexes. On peut dire que la détection de contraste part du principe que plus une image est nette, plus elle est contrastée. Donc, afin de trouver le réglage de mise au point le plus approprié, elle fait alors parcourir à l'objectif toute la plage de distance disponible, et le processeur dédié à la mise au point choisit ensuite la distance de mise au point à laquelle le contraste est le plus élevé. Donc, pour la détection de phase ou alors la corrélation de phase, il s'appuie traditionnellement sur un module autofocus qui est intégré au plancher de la chambre réflexe, qui repose en fait sur un système sophistiqué qui divise une partie de la lumière recueillie par l'objectif en autant de paires de faisceaux que le boîtier propose de collimateurs de mise au point. C'est donc après, en comparant les signaux électriques en provenance des différents faisceaux, que le système AF parvient à déterminer la distance de mise au point correcte. Si le réglage est correct, la distance entre les deux signaux correspond à celle qui sert d'étalon au microprocesseur AF. Dans les appareils hybrides, en fait, on marie les deux concepts, parce que si on n'utilisait que le système de contraste, on aura le problème que l'objectif doit faire des allers-retours pour trouver en fait le contraste le plus important, et ça prenait beaucoup de temps dans les premiers boîtiers. Donc, ce qu'on fait maintenant, qu'on intègre en fait ce principe de corrélation de phase ou de détection de phase directement au capteur, et de pouvoir positionner en fait des capteurs sur quasiment toute la surface du capteur de l'appareil photo, et ainsi on peut couvrir vraiment une très très large plage AF. Mais bon, sachant que tu as plusieurs millions de photosites, en fait le fait de placer genre à milliers de capteurs en fait et de les dédier à la seule mise au point, en fait, ne pose aucun problème. Parce qu'on a déjà, en fait, sur un capteur de 12 mégapixels, par exemple, on a plusieurs centaines de mégapixels qui ne servent qu'à des tâches, en fait, par exemple, pour déterminer le point noir, etc. Donc, en fait, on peut dire dans un capteur, de toute façon, il n'y aura pas toutes les photosites qui participent à l'image finale. Dans un système d'autofocus, en fait, il y a justement deux phases. En fait, il y a une mise au point qui sert plus ou moins en fait à rentrer la balle sur le terrain. C'est-à-dire on va vraiment établir en fait une mise au point plus ou moins précise, et après on va affiner en fait. Donc on utilise l'un, et là je suppose que c'est l'autofocus de contraste justement, pour avoir une mise au point rapide, et ensuite on utilise la corrélation de phase en fait pour affiner et pour avoir un résultat plus précis.
Ouais, c'est toujours un plaisir d'entendre Volker, qu'on salue et qu'on remercie une nouvelle fois pour ses explications très pointues, mais très claires. Alors du coup, l'autofocus hybride à détection de phase et de contraste, c'est la seule technologie qu'on retrouve dans les hybrides actuels, Louis, ou il y en a d'autres? Alors, il y en a... c'est assez... c'est à la fois la seule et pas les seules. Enfin, on retrouve la détection de contraste. On retrouve plus rarement la détection de contraste seule. De toute façon, maintenant, ça existe quasiment plus, à part chez Panasonic dans des boîtiers un peu plus anciens. Bon, y a, Chez Leica aussi. Ouais, alors, le Q2, chez Sigma. Chez des boîtiers qui... Non, alors moi, j'ai vu Sigma FPL récemment, ils utilisent la corrélation de phase, en fait. Donc, ils utilisent un peu les deux. C'est toujours un peu compliqué de savoir qui fait quoi, Leica utilise la détection de contraste parce que ils reprennent, attention, spoiler alert, beaucoup de technologies de Panasonic, mais faut pas le dire. Et même Panasonic, pendant longtemps, ils ont défendu la détection de contraste. Après, ils l'ont améliorée avec la technologie DFD, qui est censée accélérer la détection de contraste, qui est quand même Depth from defocus. Ça, on le retrouve sur tous les hybrides micro 4 tiers, d'ailleurs, et les premières générations de Lumix S. Alors, tous les hybrides micro 4 Non, tiers, non, parce 2014, qu'Olympus, je crois. non, enfin, OM Oui. System je fonctionne parlais avec la des corrélation de phase. Des hybrides Mais les micro 4 hybrides tiers Lumix G, ouais. oui. Non, mais précisons quand même Oui, ça. depuis 2014, effectivement, ils ont tous ça parce que c'est la détection de contraste qu'on n'a pas dit, c'est que c'est plus lent en fait. C'est ça qui a été introduit au départ sur les hybrides, parce que la corrélation de phase n'est arrivée qu'après, parce qu'initialement, comme on disait, en fait, la corrélation de phase c'était intégrée sous la chambre réflexe et c'était pas intégré au capteur directement. Un hybride n'ayant pas de chambre réflexe par définition, et on n'arrivait pas à intégrer la corrélation de phase au capteur. Ils avaient tous une détection de contraste et c'était assez lent, mais progressivement, Canon, Sony, Nikon, etc. Ils ont pu intégrer la corrélation de phase à la détection de contraste à leur capteur et ça va aller beaucoup plus vite. Et Panasonic a un peu tardé, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce qu'ils avaient un stock de capteurs avec du DFD à écouler? Est-ce qu'ils pensaient qu'ils arriveraient à rattraper le retard? Ils ont vraiment tardé avant d'installer enfin la corrélation de phase avec le S5 Mark II en fait. Cela dit, plus lent, oui, surtout quand il y a moins de lumière, parce que finalement la détection de contraste, elle repose sur la détection de la netteté, donc d'un sujet suffisamment mis en lumière. Ouais. Mais donc dès qu'on est en basse lumière, c'est vrai. Sinon, il faut passer par des systèmes actifs d'assistance. Donc l'émission d'un faisceau, par exemple, le faisceau d'assistance AF ou le flash. Et effectivement, là, c'est et le faisceau d'assistance AF, je sais pas pour vous, mais moi, presque je le désactive. Moi, c'est le premier truc avec le bip sonore du système autofocus que je coupe quand je configure un boîtier. Moi, le bip de l'autofocus, il me rassure, moi, personnellement. Parce que le faisceau AF orange dans la tête des gens, ça me rappelle l'impression d'avoir des réminiscences d'un temps passé lointain quand tu prends une photo discrète par basse luminosité qui se prennent un grand flash orange dans la tête. Et puis tu peux gâcher les photos d'un confrère. Oui. Et alors ça, éventuellement. Alors, tu l'as évoqué, et Volker l'a évoqué aussi, la détection de phase, finalement, c'est une technologie qui est très ancienne, qui date des réflexes. Mais la détection de phase sur le capteur, c'est pas si jeune que ça, puisque c'est arrivé au moment des réflexes, quand la technologie du live view, la visée à l'écran, commençait à se démocratiser. Et c'est Canon qui, pour la première fois, sur l'EOS 70, qui date de 2013, a introduit la technologie qu'on appelle le dual pixel, qui est toujours utilisée, amélioré évidemment, sur les hybrides actuels. Oui, sur le 70D, parce que l'EOS 70, je pense que c'était... Désolé, l'EOS 70D. Il n'y avait pas de live view. Et effectivement, c'est la technologie dual pixel de Canon qui est toujours utilisée aujourd'hui, qui a été peaufinée, qui a été bombardée à l'IA, etc., mais qui marche redoutablement bien. Il faut le dire, Canon, ils sont très très forts là-dedans. Et ça déçoit pas beaucoup. Alors, quand tu commençais à l'utiliser sur des réflexes, le mode live view, quand ça a été introduit, moi je me souviens, c'était quand même qu'un AK, ça tâtonnait. C'était le début. C'est surtout les optiques qui n'étaient pas mais après, conçues pour aussi. Quand moi, ce qui m'avait vraiment bluffé à ce niveau-là, c'était sur leur dernier gros réflexe, qui est l'Index Mark III, donc leur sport, qui coûte le prix d'une voiture et tout ça. Et lui, il est plus efficace en visée live view qu'en visée réflexe. Alors c'est comble. Alors c'est un truc, il fait 7,5 kg, il est énorme, mais tu le tiens à viser l'écran, t'as un focus, il est plus rapide et plus précis quand tu te regardes dans ton viseur réflexe. Donc ça a vraiment marqué pour moi le tournant était déjà acté par Sony depuis quelques temps avec l'autofocus. Mais là, tu te dis, si même eux, ils te sortent un réflexe hyper haut de gamme et finalement il est meilleur quand il est pas en réflexe,
Bon, là, je pense qu'on a passé un cap décisif avec la view et la corrélation de phase intégrée au capteur. Et en tout cas, tout ce qu'on dit, ça assoit finalement la domination et l'autorité de la détection de phase par rapport à la détection de contraste, quoi. Une petite devinette. Quels sont les 2 hybrides actuellement sur le marché qui n'ont tout simplement pas d'autofocus? Alors, il y a forcément un Leica, non? Après, est-ce que hybride, c'est ça? Moi, j'ai toujours sur les télémètres. Est-ce que c'est un hybride, pas un hybride? Le premier hybride, 24-36, c'était un Leica. Bruno, on pense à toi. Voilà. Oui, absolument. Les deux, alors, qui n'ont pas de le d'autofocus. Leica M11 et l'autre, du coup. Le Pixie, là. Le Pixie, Ouais, Cocorico. bien sûr. Mais du coup, voilà, est-ce que les télémètres sont des hybrides? Oui. Dans le sens. Ils ont jamais eu. Oui. Objectif, appareil à objectif interchangeable. Ouais, mais sans à visée électronique. Alors, le télémètre, mais posé dans le live view, oui, Ouais. à partir du moment où il y a live view, pour moi, il y a des appareils qui n'ont pas de viseur ou auxquels on peut greffer un viseur optique qui sont désignés comme des hybrides. Donc, à partir de ce moment-là. J'ai lancé un débat qui n'est pas le sujet de Pardon, cette émission. On s'est égaré. Bon, maintenant qu'on a compris comment fonctionne l'autofocus, on va parler un peu performance. Donc, on l'a déjà évoqué, Panasonic vient tout juste de lancer son nouveau Lumix S5 II qui inaugure pour la première fois dans l'histoire de Lumix un système autofocus hybride à détection de phase et de contraste. On a échangé avec le vidéaste Benjamin Tanto qui anime la chaîne YouTube Derrière la caméra et qui a testé en profondeur cet appareil et ce nouveau système autofocus. On écoute ses impressions. Alors, est-ce que cette première version Lumix est déjà au niveau de ses concurrents, par exemple Canon, Nikon ou Sony? J'ai envie de dire, on n'est pas très loin, on n'est vraiment pas très loin. Moi, j'ai fait la comparaison, j'avais les 2 boîtiers vraiment côte à côte, Lumix et Sony. J'avais un A7 IV, un Sony A7 IV, et sur des suivis en vidéo, par exemple le sujet qui se dirige vers la caméra, qui repart, qui s'éloigne, qui revient, qui rentre dans le champ, qui sort. On a quasiment la même chose. Très honnêtement, pour moi, je ne voyais pas de différence. Il est également très bon en basse lumière, il se débrouille. Alors, il ne faut pas que ça soit trop sombre non plus, mais il reconnaît le sujet et il reste dessus. Il y a beaucoup moins d'effets de pompage qu'on avait avec la détection de contraste. Je dirais s'il y a des choses à améliorer, bon, déjà, on peut toujours améliorer un petit peu la vitesse, la sensibilité de l'autofocus. Ce qui pourrait s'améliorer, c'est aussi les modes de sujets à détecter. Jusqu'à présent, il y a un mode de reconnaissance humain, il y a le face et eyes, donc le visage et les yeux, et il y a un mode animal plus humain. On ne sait pas exactement ce qu'ils mettent dans le sujet animaux. Il y a les animaux de compagnie, j'imagine. Les oiseaux, je ne sais plus. Mais voilà, c'est vrai que par exemple, Sony, là, sur ses derniers boîtiers, on a la détection des oiseaux, des voitures, je crois des avions, des insectes, le train. Donc je pense que par rapport à ça, Panasonic va pouvoir travailler et rajouter des modes à ce niveau-là. Alors l'autofocus, c'est une bonne chose, mais je voulais juste rajouter aussi que le Lumix S5 II et les boîtiers, les derniers appareils photo hybrides de chez Panasonic, c'est pas que l'autofocus. L'autofocus, c'est un outil. Et là, heureusement qu'ils l'ont réactualisé, qu'il revient un petit peu au niveau de la concurrence. Mais c'est vrai que Panasonic est aussi très bon sur l'ergonomie de ses boîtiers. On a plein d'outils pour l'exposition, pour l'aide à la mise au point. Tout ça, c'est des outils vraiment très utiles pour la vidéo en tant que vidéaste. Ils ont des options qui sont uniques. Ils ont par exemple la possibilité pour certains objectifs de changer le type de mise au point. Alors ça, c'est pour la mise au point manuelle, mais de passer d'une mise au point non linéaire à une mise au point linéaire, ce qui est beaucoup plus intéressant quand on est en mise au point manuelle. Donc voilà, c'est un boîtier qui a quand même beaucoup d'atouts et tout ne repose pas sur l'autofocus, même si c'est vrai que c'était un peu le sujet principal de cette nouvelle sortie. Louis, vous l'avez passé au labo, j'imagine, le S5 II. Du coup, ce nouvel autofocus, ça donne quoi d'après vos critères de test? D'après nos critères, on rejoint beaucoup ce que dit Benjamin, c'est que ils ont vraiment musclé leur jeu, si on peut dire. C'est très très bon par rapport à de là où on vient, même s'ils avaient quand même bien amélioré la détection de contraste. Mais là, c'est vraiment le niveau au-dessus. On est toujours un petit cran derrière, effectivement, ce que peut faire Sony ou Canon en basse lumière. Ça marque un peu le pas. Il y a des trucs de reconnaissance où, par exemple, vous prenez le dernier appareil Canon ou Sony, vous mettez un sujet de profil, il va directement détecter l'œil, le sujet va tourner, il va pas lâcher l'œil, c'est très très performant. Chez Panasonic, il faut bien que le sujet soit bien en face pour qu'il détecte qu'il y ait bien un visage, qu'il y ait bien un œil, il faut pas que ça bouge de trop vite et tout ça. Donc il y a quand même un petit temps d'adaptation, pareil en rafale. Alors, c'est pas forcément des boîtiers
pour le sport, mais ils font quand même du 30 images secondes en rafale, donc c'est quand même pas mal. dégueulasse, En C'est pas obturation dégueulasse. électronique, ouais. En obturation précisons. électronique, oui, bien sûr. Voilà, donc et avec un rolling shutter assez limité alors que le capteur est pas empilé, ce qui est très honorable. Mais pareil, ça marque un peu le pas par rapport à un boîtier dédié ou par rapport à du Canon ou du Sony. Et en plus, comme disait Benjamin, eh ben là, les reconnaissances des sujets, c'est très varié chez la concurrence. De Olympus à Fuji, à Canon, Sony, Nikon, on reconnaît de tout et de rien, des insectes, des oiseaux, des plumes, de ce que vous voulez. Enfin, tous les moyens de locomotion sont dedans. Mais Panasonic, eux, pour l'instant, il y a les humains, il y a le visage, les yeux, et quelques animaux, mais même pas tous, et ça va pas très loin. Et ça, ok, ils peuvent s'améliorer, mais ça fait on va dire longtemps que les concurrents le font et mieux. Et là, je sais pas pourquoi ils traînent un petit peu, parce que bon, après, on peut faire des mises à jour, j'imagine, plus Et facilement. c'est des choses qui s'implémentent par mise à jour de firmware. Et Mais- on sait que Panasonic est très coutumier des grosses mises à jour de firmware pour améliorer les performances de ses produits. En fait, il y a deux manières de voir les choses. Il y a la manière, la comparaison avec ce qui existe déjà et l'avance prise par les concurrents. Et puis, il y a la comparaison, moi que j'ai effectuée durant l'hiver, entre le S5 première génération Ouais. et le S5 II. Et là, effectivement, on constate qu'il y a un monde entre les deux en termes de mise au point, finalement, de réactivité. Donc, Panasonic part de plus loin et on sent déjà qu'ils sont pas si loin que ça, mais il y a encore du boulot. Je trouve que Benjamin résume très très bien les choses et on vous invite à regarder sa chaîne YouTube qui est très Ouais, bien, il a très fait bien une faite. super vidéo sur ce Et boîtier. il a fait partie des chanceux qui ont pu assister à la présentation mondiale à Tokyo. Et je trouve qu'il résume bien les choses. Donc, ils sont pas loin, mais il y a encore du boulot. Après, la vraie question, c'est est-ce que finalement, ça va ruisseler sur le reste de leur production? Est-ce qu'on va avoir bientôt du Lumix G micro 4 tiers avec de la détection Ce serait la suite logique. de face? Ce serait la suite logique. Et donc, on s'en réjouit. Moi, je rêve d'un espèce de G9 ou un GX9 avec, qui sont des boîtiers formidables avec ce genre de Ouais, est-ce qu'on va de encore avoir détection. des Lumix G entrée milieu de gamme? Ça, c'est pas dit c'est- forcément. Non, mais ou expert. Un cousin de l'excellent OM System OM1, ce serait sympathique. Après, j'ai pas forcément contre-vérifié ça avec tous les concurrents, mais apparemment la détection de, même c'est sûr, chez Panasonic, chez le Lumix S5 II, la corrélation de phase ne s'active qu'en autofocus continu. Et donc en autofocus ponctuel, donc un peu le truc par défaut, sans suivi et tout ça, là c'est toujours la détection de phase. Donc là, ça marque toujours un petit peu le pas. On va expliquer. par rapport à ouais, c'est, Toujours la détection de contraste, tu veux dire. Oui, Du coup, je ouais. confonds. on va expliquer ces différents modes. Non, et par contre, ce qui m'a assez bluffé par rapport au S5, c'est en utilisant notamment des longues focales comme le Sigma 150-600 Sport en monture L, c'est de constater à quel point la mise au point est précise sur des oiseaux, notamment à 30 images secondes sur le S5 II. Alors que sur le S5, on a des résultats qui sont pour le moins erratiques. Et là, on se rend compte qu'il y a de réelles limites en AFC avec la détection de contraste seul. On va y revenir d'ailleurs, AFC, autofocus continu, on va expliquer un petit peu tout ça. AI cerveau. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, sur le marché, on observe des grandes différences de performance entre un boîtier entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme, peu importe la marque, hein? Alors, c'est assez compliqué de répondre à ça, sachant que certaines grosses marques, je pense à Sony par exemple, leur entrée de gamme commence des fois un peu à dater, pour les A6100, A6400, et leurs très haut de gamme sont très 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 performants. Mais quand on regarde sur des constructeurs comme Canon qui ont sorti des produits de façon plus resserrée, quand tu compares un R10, un R50 à un R3 par exemple, t'as pas forcément les mêmes systèmes de rafale et ça, mais sur la reconnaissance pure et dure, sur le suivi des sujets, C'est ça. c'est très On équivalent en fait. l'évoquait, là, le R8 reprend tout le système autofocus et toute l'intelligence du R6 Mark II. Oui. Donc, c'est des bonnes choses, ça. Les technologies redescendent. Elles ruissellent, elles redescendent. La différence va se faire sur la mémoire tampon, la Ouais. capacité à ingérer les données finalement. C'est là que se fait la différence. C'est ça, parce qu'ils intègrent des très fortes rafales maintenant, des boîtiers entrée de gamme. Alors, très forte rafale, on n'est pas à 40 images secondes comme sur le R6 II, mais on est à 15 ou 20 images secondes, mais tu as une mémoire tampon de 40 ou 50 images. Du coup, tu Mais en cliques termes quelques de secondes. performance pure d'autofocus, Oui. on a assez peu de différence. Non, finalement. sur le suivi, la reconnaissance de base, on est très très fort. Ouais. Si tant est qu'on utilise des optiques performantes aussi, parce qu'il faut Évidemment. que les optiques suivent, Eh ce oui. qui n'est pas toujours le cas. On ne va pas acheter un boîtier à 1500 € avec une optique à 3000 €, vraisemblablement. Enfin, après, Non, c'est jamais. Mais oui, mais après, les performances se rejoignent. Je suis un peu plus dubitatif quant aux entrées de gamme de Nikon, qui sont quand même, moi je trouve, un cran en dessous par rapport à leur plein format. Mais bon, après, il faut aussi segmenter les gammes, j'imagine. Donc, voilà.
Ok. Bon, on va essayer de s'intéresser maintenant aux caractéristiques du système autofocus embarqué dans un appareil qu'on peut retrouver sur toutes les fiches techniques qui sont plus ou moins digestes à parcourir et à comprendre. Il y a des notions de couverture, il y a des notions de nombre de points autofocus ou plus étrangement des notions de sensibilité. Alors Louis, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ces différents aspects? Alors, la couverture autofocus, c'est tu prends un capteur, tu prends la largeur de ton capteur 24-36, APS-C, micro 4 tiers et tout ça, et est-ce que ton capteur, il est possible à ton appareil de faire le point sur toute la superficie de ton capteur? Il fut un temps, non. Il fut un temps, tu étais limité à certaines zones du capteur. Pas si lointain. Sur des Moi, je me réflexes. rappelle sur mon 300D, il y avait 6 collimateurs AF qui étaient très 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 proches du centre. C'est ça, uniquement. voilà. Tu pouvais pas t'éloigner du centre forcément, donc fallait vraiment, fallait viser, toi, de façon générale, pour vraiment être sûr d'avoir le point, parce que dès que tu étais un peu en périphérie du capteur, ça, tu pouvais plus faire le point. Aujourd'hui, avec les hybrides, en théorie, on approche des 100% de couverture du capteur, ou alors des chiffres un peu à 91%, 92%. Pas tous, mais voilà, on est sur des chiffres. On couvre quasiment toute la surface du capteur. Vous avez un nombre de collimateurs, de points autofocus qui est démentiel. Des fois, on est à 200, 300 points, ça paraît raisonnable. Puis on monte à 600, 700, 800. Et quand on est chez Canon, là, on est à 3000, 4000 et tout ça. Je vous fais un petit récap vite fait là sur des grosses références. Donc le Lumix S5 II 779.1f, un Sony Alpha 7R5 693.1f, un Nikon Z9 493.1f et un Canon EOS R3 4779.af. Alors c'est des gros chiffres, ils n'ont pas tous les mêmes tailles ces collimateurs, mais globalement ce qui veut dire c'est qu'en fait dans toute la diagonale du capteur ou presque avec votre joystick ou votre doigt, ou que vous fassiez le point de l'extrême gauche à l'extrême droite au centre, en fait, accrocher. Il s'accrochera, en fait, il arrivera à faire le point. Alors ouais, ça fera des cadrages un peu bizarres si vous êtes complètement décentré, mais voilà, la couverture autofocus est quasiment totale sur le capteur. Et que les utilisateurs de réflexes se consolent et se rassurent un petit peu, il existe des modèles qui font bien le job aussi en live view, notamment le D780 qui est un modèle assez hybride, donc on a une visée réflexe et si on le souhaite, donc une couverture rétrécie, on bascule en live view et on va avoir tout ce qui est dans le Z6, Z6 II en live view finalement. On va avoir le meilleur des deux mondes en un boîtier. Mais il est vrai que c'est la principale raison d'être des hybrides aussi. C'est vrai que là, on a une couverture quasi 100%, alors que sur les réflexes, on était concentré sur le centre du capteur, surtout en plein format, ce qui était très frustrant pour jouer des collimateurs et aller sur les bords, quoi. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la plage de sensibilité, qui finalement correspond à la possibilité au système autofocus de fonctionner dans les très hautes et dans les très basses lumières. On lit souvent sur les fiches techniques des boîtiers moins 6 IL. Ça correspond à quoi, moins 6 IL? C'est le Schwarz total? C'est quoi? Moins 6 IL, il fait quand même très très sombre. Quand même, on voit plus grand chose. Nous, on voit moins 6 IL ou pas? Faut avoir une très très bonne vue. Moi, je dirais pas que tu vois moins 6 IL. Moi, je sais à partir de selon les trucs. Moi, des fois, à moins 4, moins IL, on voit plus grand chose déjà, je trouve. C'est assez sombre. Et c'est ça que c'est révolutionnaire parce que les boîtiers, eux, voient dans le noir des fois. Et ils arrivent à faire le point malgré des conditions de luminosité très 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 basses. Ce qui auparavant, malgré des optiques très lumineuses, tu pouvais pas en fait. Il n'y a plus de lumière, il y a plus de lumière. Ça paraît logique puisque la photo, c'est capter la lumière pour reproduire une image, quoi. Et c'est là que la corrélation de phase excelle par rapport à la détection de contraste. Précisons quand même que ces données concernent en général le seul collimateur central ou du moins le groupe de collimateurs central. Si on cherche celui qui reçoit plus de lumière. Absolument. Si on cherche à obtenir une photo nette avec les collimateurs excentrés dans la quasi-obscurité, ce sera beaucoup plus compliqué, voire impossible. Et puis t'es pas à moins 6 IL et F11 aussi, faut aussi voilà, c'est avec des optiques très ouvertes, très lumineuses, et c'est là que des optiques fabuleuses comme le Noct 58 mm 0,95 ou autre d'aller dans ces extrêmes là, il y a du 1.2, il y a du 1.4. C'est un extrême qui me plaît bien. C'est le petit point voici qui m'a assez séduit. Et voilà. Après, ça veut dire aussi que maintenant, on peut faire des photos par basse luminosité sans problème, là où des smartphones, eux, vont utiliser de la computation d'images pour assembler des images entre elles, parce que justement, ils captent beaucoup moins de lumière que nos appareils photo. Mais de toute façon, on ne fait pas de photos au smartphone, arrêtez. C'est bêtise.
Bon, allez, on rentre un peu dans la pratique et dans l'usage. Les systèmes autofocus, sur certains boîtiers, ça peut être littéralement des usines à gaz à comprendre, à paramétrer avec 12 milliards de réglages possibles et imaginables. Donc, on va essayer de faire un peu le tri dans tout ça. Louis, le premier choix à faire au niveau du fonctionnement autofocus, c'est de choisir son mode. Et il y en a deux. Ce qu'on appelle l'autofocus ponctuel ou l'autofocus continu. C'est quoi la différence entre ces deux modes? Alors, autofocus ponctuel ou continu, généralement réduit à des acronymes AF-S, AF-C sur la plupart des boîtiers. Ou sans tirer. Oui, S-AF. Et chez Canon, c'est un peu plus tricky. Alors, sauf Canon, où là, bon, on a des poètes iServo, on a des one-shot. One-shot et iServo. Oui, one-shot et iServo. Bon, Voire voilà. iFocus. C'est ça, voilà. Bon, ça alors, n'existe plus, ça, iFocus, je crois. Si. Donc, c'est ponctuel, continu, AFS, AFC. Et oui, donc globalement, c'est AFS qui est ponctuel, c'est une mise au point statique qui fait la mise au point quand vous déclenchez au déclenchement. Souvent, c'est la priorité au déclenchement. Vous cadrez votre photo, vous appuyez, là, le petit carré central devient vert, pop, votre photo nette. AFC, c'est du continu, c'est ce qui est aussi utilisé pour le suivi, souvent la reconnaissance des visages, où là, d'un coup, vous allumez votre appareil, vous le mettez en AFC, et les meilleurs appareils, vous voyez des gens passer dans le cadre, et là, d'un coup, il va reconnaître les visages, il va faire le point sur l'œil, c'est un peu ce qui peut être utilisé en vidéo, c'est l'appareil qui fait un peu tout seul, il fait la mise au point en continu, en permanence. Pendant un temps, il fallait pas prioriser l'AFS, mais l'AFC marquait un peu le pas, parce que la mise au point en continu, c'était quand même un truc très poussé, très technique. Aujourd'hui, moi, j'ai un appareil photo, même le plus entrée de gamme, souvent, je ne m'embête pas, je suis en AFC, parce que de toute façon, la reconnaissance est tellement poussée, c'est tellement rapide, tellement performant, que l'autofocus ponctuel ne me sert vraiment que très ponctuellement, quoi. Alors moi, je suis un mec AFS, personnellement. L'AFC, ça me fait flipper. Ta vie personnelle te regarde. Mais ok, tout le monde s'en fout. Mais on a entendu tout à l'heure l'excellent Volker qui un jour m'avait dit, mais en macro surtout, mets-toi en AFC parce que la moindre fleur qui est balayée par le vent ou autre va bouger. Voilà, et pour assurer qu'elle soit nette, mets-toi en AFC et finalement ça marche très bien. Et là, on parle des modes. Je repense à un mode aussi assez fun en termes de mise au point qui est le post-focus qui est proposé sur les boîtiers Lumix notamment, qui permet de faire la mise au point a posteriori. Après. C'est-à-dire qu'on enclenche ce mode, on se met sur pied évidemment, on enclenche une série d'images, en fait c'est une séquence même qui est réalisée, je crois en MP4 de mémoire, et par la suite on peut refaire le point à l'endroit souhaité sur l'image. Alors là on est dans la computational photography dont on parlait pour les smartphones, c'est quelque chose d'hyper ludique mais qui permet d'obtenir finalement une image nette à l'endroit où on le souhaite. Ce qui est assez fun. Oui, d'ailleurs, c'est arrivé sur les smartphones récemment. J'ai testé un Xiaomi 13 Pro qui le fait. C'est vrai que c'est assez marrant. Il ne faut pas trop bouger, il faut être sur pied, tout ça. C'est pas à faire tout le temps. Voilà, c'est pas de la street photographie, mais voilà, mais pour des essais en studio, pour s'amuser un peu, ça permet de voir venir. Après, si tu veux vraiment te simplifier la vie, moi je te conseille un Hasselblad X2D sensé. En toute simplicité. Qui lui, c'est pas cher en plus. Il fait mise au point manuel ou autofocus ponctuel. Et puis c'est tout, tu t'embêtes pas plus que ça. Donc c'est simplifié au maximum. Et en plus, il est accessible au tout venant. D'accord. Donc, une fois qu'on a choisi si on était en ponctuel ou en continu, ensuite, on peut choisir la manière finalement dont l'appareil va faire fonctionner, va utiliser les fameux points AF qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, on peut dire qu'on veut travailler avec un seul point, qu'on veut travailler avec un groupe de points, qu'on veut travailler avec une zone dans son cadre ou même une bande verticale ou horizontale dans certains cas particuliers. C'est vraiment utile, ces fonctionnalités de personnalisation vraiment très poussées là pour le coup. Comme je disais tout à l'heure, l'autofocus continu maintenant, les appareils photo, ils sont très performants et des fois ils sont trop performants en fait. Donc si tu te mets en autofocus continu et que tu fais toute la largeur du cadre, comme on disait tout à l'heure, toute la largeur du capteur, et là il va faire le point partout tout le temps. Et même si tu mets la reconnaissance des sujets, il peut reconnaître tous les passants. Donc c'est très compliqué de canaliser, si tu veux, cet autofocus, si tu laisses vraiment le champ libre complet. Alors sauf s'il y a des sujets particuliers qui s'y prêtent, tout d'un coup tu as des oiseaux qui vont dans tous les sens et tu veux être sûr d'avoir au moins d'en choper un. Donc quand tu restreins plus ou moins le choix des collimateurs, ça permet de vraiment faire le point où tu veux. Donc comme on peut le déplacer à l'envie parce que toute la largeur du cadre ou presque est autorisée, ça permet de faire jouer sur sa composition, jouer sur son point. Moi personnellement, par exemple, quand j'utilise un boîtier ou Sony ou Canon, je vais utiliser ce qu'on appelle un mode de suivi élargi. Il fait le point au centre, mais il autorise la captation de sujets
plus ou moins en périphérie, Mhm. mais il priorise quand même le centre en fait. Donc pour moi, ça me permet quand même d'avoir toujours plus ou moins le point fait où je veux, enfin sur le centre ou là où j'ai placé mon collimateur. Il y a une donnée aussi que je trouve très importante, même plus que le nombre de collimateurs ou le nombre de groupes de collimateurs, c'est le verrouillage de l'autofocus, le temps de verrouillage. C'est-à-dire que, par exemple, on peut définir maintenant dans tous les boîtiers experts la durée pendant laquelle la mise au point va être active sur le sujet qu'on a défini. Je Ouais. m'explique, c'est-à-dire que tout sujet qui passera devant ou qui passera entre ce sujet et l'appareil ne sera pas pris en compte pendant la Ah, ok, durée. très bien. Voilà. Très Si bien. par exemple on photographie un joueur de foot en train de courir avec le ballon et que un autre joueur passe à ce moment-là, donc on est en très longue focale, plan très serré, entre le joueur et l'objectif, eh bien si on a défini L'appareil un temps l'ignore. de 3 secondes, il va l'ignorer et garder la mise au point sur ce jour-là. Et je pense que ça, c'est aussi une donnée qui est très très Moi, importante. j'ai fait plusieurs matchs de rugby. Moi, j'ai pas joué, hein, je prenais les photos. Et, euh, et là, je peux vous assurer que c'est vrai qu'effectivement, si on n'active pas un système comme ça, bah là, les actions sont très erratiques. Et du coup, il y a plein de joueurs qui passent dans le champ et on se retrouve avec des points. Même si on a choisi de faire le point au centre ou sur un côté ou quoi, bah là, l'appareil, il fait le point. Alors, il y a jamais de photo floue, mais il fait pas forcément le point où Bah vous oui, parce voulez. que comme Quoi. tu disais, les systèmes sont tellement performants Mm. qu'ils le sont presque trop. Mm. C'est tout le paradoxe. Et finalement, avec cette gestion donc des collimateurs ou des points autofocus, hein, on appelle ça un peu comme on veut, il y a toute une notion aussi d'ergonomie qui est hyper importante pour pouvoir à la volée modifier les zones dans lesquelles on veut pouvoir travailler. Moi, je me rappelle d'une fonctionnalité, je crois que c'était Lumix qui proposait ça, où on avait la possibilité, quand on utilisait le viseur électronique, d'utiliser finalement l'écran arrière de l'appareil comme un gros pavé tactile et avec le pouce de venir positionner ces collimateurs actifs là où on veut. C'est toujours le cas, ça? Absolument, c'est toujours le cas, et pas que Lumix d'ailleurs, Non, hein, tout le Canon monde, ou ouais. d'autres le font. On peut même définir une zone précise de la dalle LCD pour s'en servir en tant que joystick, comme tu le dis. Perso, je suis plutôt de l'école joystick pure d'ailleurs. Physique, ouais. Physique, hein, comme sur le S5 Mark II, il l'a. Le R6 Mark II de Canon là aussi. Ça m'a perturbé d'ailleurs sur l'EOS R8 qui, lui, ne l'a pas. Ça, ouais. Et donc là, il faut passer par ce que tu dis, Arthur, éventuellement la configuration de l'écran tactile. L'écran dans tactile ce- peut dans ce paraître but. plus intuitif pour que notre génération utilise beaucoup de smartphones, mais finalement, avec le nombre de collimateurs, le joystick, ça reste quand même l'outil privilégié. Et quand un boîtier l'a pas, c'est un point négatif au final, je trouve. Après, à ce niveau-là, on peut toujours parler de Canon, qui a toujours expérimenté plein de solutions, parce que bon, il y a le joystick, il y a l'écran tactile, il y a il y a l'œil. l'œil, il y a la visée par l'œil depuis le R3. Sur le R3, ouais. Qu'ils ont introduite le tour de l'argentique, où en suivant le mouvement de votre pupille, il fait le point plus ou moins vous voulez depuis le viseur. Ça marche, c'est un peu déroutant, ça marche pas toujours très bien, ça marche des fois trop bien, donc c'est compliqué à maîtriser. Puis ils ont Ça se aussi, calibre aussi. ça se calibre. Et puis ils ont aussi un mini pavé tactile qu'ils avaient instauré sur l'EOS R premier du nom, qui est pas hyper concluant, qu'ils ont réitéré en faisant juste un petit point tactile sur le 1DX3 et qu'ils ont mis sur justement le R3 aussi. T'as un joystick, t'as le visé par l'œil et t'as aussi un petit point tactile qui permet de manipuler les Exact. collimateurs. Chez Canon, sur les boîtiers haut de gamme, ils laissent le choix de comment on veut manipuler ces collimateurs. Après, comme on dit, il y en a 550 000 et donc du coup, forcément, il faut avoir plus de choix possibles. Oui, Bon. puis grosso modo, on peut dire que quand on arrive aux alentours des 2000 €, tous les boîtiers, qui soient APS-C, micro 4 tiers, plein format, ont un joystick permettant de faire la mise au point, hormis la 7C peut-être de Sony. Non, la 7C n'en a pas. Voilà, mais globalement, tous en ont un. Et celui des S5 II est vraiment bien foutu, mais on pourrait citer celui du Z6 de Nikon aussi. Enfin, globalement. Et puis ça marche bien. Hasselblad n'en a pas non plus. À 2000 €, j'ai dit. Hein. Ouais. Bon. Sigma. Écoutez, pour aller un peu plus loin dans ces réflexions, je vous propose qu'on écoute le témoignage d'un photographe animalier qui est déjà venu à ces micros auparavant. Il s'appelle Éric Médard, c'est un grand technicien et il nous explique un peu comment lui, il configure l'autofocus de son appareil sur le terrain. Les autofocus aujourd'hui sont devenus ultra performants. Pour moi, c'est même une révolution, ça, les nouveaux autofocus, au même titre que la même révolution que quand l'autofocus est tout simplement arrivé, quand on est passé de la mise au point manuelle à l'autofocus, parce qu'on a aujourd'hui des systèmes qui sont capables de détecter le sujet et de le conserver sur l'ensemble du capteur. Et ensuite, on peut, alors comme c'était déjà le cas avant, paramétrer la vitesse de décrochage
décrochage ou le fait de ne pas prendre en compte ou de prendre en compte quelque chose qui passerait devant le sujet ou le sujet qui passerait derrière un tronc d'arbre. Par exemple, moi, dans la photographie de nature, quand je suis en forêt, c'est des choses qui m'arrivent souvent. Mais surtout, ce qui est paramétrable aujourd'hui, c'est de définir aussi des zones de prémise au point. C'est-à-dire, par exemple, qu'on peut définir un rectangle horizontal ou un rectangle carré qu'on peut mettre un petit peu à l'endroit où on veut dans notre cadrage d'image. Et l'autofocus va aller faire prioritairement le point dans cette zone. Et on peut en plus de ça lui dire à l'autofocus, tu ne sors pas de cette zone, ou une fois que tu as attrapé ton sujet, tu peux sortir de cette zone pour continuer à suivre le sujet n'importe où dans l'image. Et donc ça, c'est extrêmement pratique en photographie de nature. Alors, il est devenu aujourd'hui, cet autofocus tellement performant, c'est qu'en effet, on n'a plus besoin de se soucier de la mise au point. J'aurais jamais pensé dire ça il y a quelques années, voire quelques mois, mais c'est devenu tellement performant, en particulier grâce à l'intelligence artificielle qui est embarquée, avec des autofocus qui sont capables de reconnaître les formes, et notamment les animaux, et même plus que l'animal, puisqu'il est capable de reconnaître les yeux des animaux. Et c'est tellement efficace qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'à se concentrer sur son cadrage et à faire une mise au point, et à confier la mise au point à 100% au système autofocus. Et je travaille même de plus en plus souvent maintenant avec l'écran. Eh bien, autant avant, jamais je ne faisais d'image avec l'œil en dehors du viseur, autant maintenant, très souvent, pour des positions qui sont assez inconfortables, ou par exemple quand l'appareil est très très près du sol, eh bien, je travaille à l'écran. Et je fais confiance à 100% à l'autofocus, avec des résultats qui sont, dans la quasi-totalité des cas, parfaits. Et donc l'autofocus se débrouille tout seul de la mise au point sur l'œil, de me faire une netteté parfaite. Je n'ai qu'à m'occuper du cadrage. C'est pas la première fois qu'on entend ce type de témoignage, et puis cette phrase forte. Voilà, Eric, il fait totalement confiance maintenant à l'autofocus, grâce à ces nouvelles technologies qui sont embarquées dans les hybrides. C'est fort finalement comme positionnement. Oui, puis finalement, il a parfaitement résumé ce dont on a parlé, c'est-à-dire la mémorisation de la durée pendant laquelle la mise au point va être effectuée et le choix des collimateurs. Et ça lui permet, surtout lui qui travaille dans les sous-bois, d'utiliser des optiques à très grande ouverture, notamment des télés, ça peut être un 400-2.8 ou des choses comme ça, et de se concentrer uniquement là-dessus, donc d'offrir des images encore plus créatives et spectaculaires, ma foi. Donc c'est des images qui n'étaient pas possibles de réaliser avant. Et qui n'étaient pas possibles de réaliser avec de telles focales, oui, bien sûr. Moi, j'ai tendance à dire, alors un peu abusivement peut-être, mais que à présent, quand je rate une photo, qu'un confrère va rater une photo, qu'un ami à qui j'ai prêté un appareil photo va rater une photo, parce qu'il a fait une photo floue, parce que ceci, parce que cela, je dis c'est la faute du photographe plus que de l'appareil photo en fait, qui lui globalement, alors c'est un peu bizarre de dire ça parce qu'il y a quand même un humain derrière, mais lui si on le laisse faire, une fois qu'on l'a bien cadré, mais il fait plus ou moins le job tout le temps et rater les photos c'est très compliqué avec les optiques actuelles et les systèmes intégrés maintenant, ils reconnaissent tellement de choses qu'ils voient mieux que nous, plus loin et plus facilement quoi. Donc en gros on n'a plus d'excuses quoi. Alors, Eric, il l'évoque dans son témoignage, il y a aussi évidemment toutes ces technologies numériques, pour le coup, de suivi de sujet. Là-dessus, c'est un peu la grande tendance du moment. Tous les constructeurs, ils rivalisent d'ingéniosité pour être en mesure de pouvoir reconnaître dans un premier temps, attraper et suivre finalement tout un tas de sujets qui peuvent se déplacer dans le cadre. Et tout ça à l'aide de technologies d'intelligence artificielle et de deep learning. Alors, on a échangé avec Ronnie Student de la boutique spécialisée IPLN, Images Photo Lyon Numérique, et on lui a demandé finalement quelles étaient les attentes et réactions des photographes, ses clients donc, face à ces nouvelles technologies. On l'écoute. Aujourd'hui, l'autofocus, et depuis maintenant de nombreux mois et de nombreuses années, et puis plus le temps passe, plus ça va être vrai, c'est un réel sujet. C'est quelque chose qui, à la fois, va permettre de pouvoir réussir ou pas une prise de vue, que ce soit en photo ou en vidéo, et c'est un système d'aide qui, aujourd'hui, en gros, permet aussi aux utilisateurs de se reposer dessus en disant, voilà, j'ai presque, je vais schématiser, mais un paramètre de moins à me soucier. Je sais que l'appareil, à partir du moment où je vais lui avoir indiqué le sujet ou le type de sujet qui m'intéresse, il va faire le job. Donc derrière, c'est clairement devenu quelque chose de très important qui est un problème majeur et qui répond
à une demande aujourd'hui des utilisateurs. Le deep learning, les reconnaissances de sujets et d'objets, et tout ce qui est lié à l'IA en règle générale, oui, c'est devenu, là encore, des vrais sujets. On ne va pas considérer que c'est ce qui va faire le choix entre un appareil ou un autre, parce qu'aujourd'hui, là encore, les marques parviennent toutes petit à petit et plus ou moins rapidement en fonction des constructeurs à offrir cette possibilité à leurs utilisateurs, mais c'est devenu un argument. Pour ne pas l'avoir vécu moi-même directement, mais pour en entendre parler, comme tu sais, chez nous, l'histoire familiale, c'est vraiment quelque chose. Le passage de la mise au point manuelle à l'autofocus, je vais faire cet exemple-là. Mon père me racontait qu'il avait plein de photographes professionnels, par exemple de sport, qui lui disaient « Ouh là là, mais moi, l'autofocus, jamais je vais m'y fier, j'ai l'habitude de faire ma mise au point manuellement, etc. » Bon, il s'est très très vite rendu compte qu'en fait, c'était idiot et qu'il fallait faire confiance et que ça fonctionnait. Et on est un petit peu là-dessus aussi, c'est-à-dire que les gens disaient au début, oh là là, détection des trains, des oiseaux, des machins, c'était même limite une moquerie de voir chaque fabricant qui allait rajouter un objet ou une forme supplémentaire à détecter. En fait, aujourd'hui, les gens, quand ils viennent nous voir, ils nous disent, ah purée, je l'ai, c'est vraiment incroyable, je voulais pas trop m'y fier, mais en réalité, c'est exceptionnel. Et du coup, plus ça va passer, plus ça va encore une fois rentrer dans la norme et permettre, là encore, et ça c'est la progression technologique, de faire en sorte qu'on rate de moins en moins d'images. Donc effectivement, récemment, le S5 II Panasonic est sorti. Il est clair aujourd'hui que le succès du S5 II, et aujourd'hui, voilà, les forces est de constater, les chiffres sont là, c'est un boîtier qui, dans ces derniers mois, a eu un vrai succès, sont en partie dus à l'amélioration et même, je vais dire, à l'explosion des performances sur l'autofocus. Il y a quelques mois en arrière, le S5, par rapport à ses concurrents directs chez Sony ou chez Canon notamment, il était en retrait assez nettement au niveau de ces performances-là sur l'autofocus. Et le S5 II revient dans le game, si je peux m'exprimer ainsi, et peut aujourd'hui décemment être comparé avec un A7 IV, avec un R6 Mark II. Après, voilà, chacun va trouver chaussure à son pied et prendra en compte d'autres éléments dans le choix du produit. Mais le système autofocus, qui était clairement une lacune, aujourd'hui revient dans la bataille avec les autres et on peut du coup se concentrer sur d'autres caractéristiques. Louis, est-ce que tu as bien compris finalement comment fonctionne cette histoire d'intelligence artificielle intégrée aux autofocus des hybrides? Qu'est-ce qu'ils ont d'intelligent finalement ces autofocus? Alors, les appareils photo d'autofocus n'ont rien d'intelligent littéralement au sens propre où ils réfléchissent pas pendant qu'ils prennent la photo. C'est lors du développement de l'appareil, on va bombarder le capteur, le système autofocus de millions d'images et on peut lui dire ça, par exemple, quand on intègre la reconnaissance des véhicules, on va te dire ça, c'est une voiture et on va lui envoyer des centaines de milliers de photos de voitures pour lui montrer à quoi toutes les voitures ressemblent. Et du coup, quand c'est intégré au boîtier derrière, quand vous paramétrez la reconnaissance des véhicules, des voitures, dès qu'il y a une voiture qui passe, il va réussir à la détecter parce que initialement au développement, il a ingéré ces photos-là. Donc, c'est pas intelligent comme nous, on peut le concevoir, mais cela repose sur un système d'intelligence artificielle en amont, avant l'intégration à votre appareil photo. C'est ça qu'on appelle du deep learning, du machine learning dans les appareils photo, dans les smartphones, dans beaucoup d'appareils. Donc, c'est pas quelque chose qui est fait à la volée en temps réel par l'appareil? Pas encore. C'est la suite logique, ça, tu penses? Je sais pas, mais par exemple, quand on prend... je sais pas si l'intégration de l'IA en temps réel, ça sera possible dans des machines si petites. Ça demande énormément de ressources. On parle beaucoup en ce moment de ChatGPT, par exemple. Lui, à ChatGPT, il faut savoir que il réfléchit, on a l'impression qu'il réfléchit en temps réel, mais sa base de données, elle a été intégrée en amont, elle date de mi-2021. Depuis, il n'a plus rien intégré, et quand il fait une réponse, il va se réfléchir en temps réel, mais sur des données passées, en fait. Il apprend rien en continu. Compris. Voilà. Mais après qu'un jour, on aura des appareils photo qui apprendront en continu, on lui mettra un nouveau sujet directement, il dit tiens, ça c'est le portrait de ma mère, elle ressemble à ça, il détectera toujours ta mère après derrière. Tu vois. Oui, je voulais revenir sur l'analogie que faisait Ronnie par rapport à l'arrivée de l'autofocus et les apôtres de la mise au point manuelle, et je trouve que c'est très juste et c'est très pertinent, parce qu'aujourd'hui, on peut refuser le progrès, entre guillemets, mais il faut surtout vivre avec et se rendre compte que les performances sont au service du photographe. Et si on préfère une approche plus sobre, on va dire, ou plus de contrôle de mainmise sur l'autofocus,
on peut toujours les désactiver en fait. Donc il ne faut pas avoir peur de ces gros mots que sont le deep learning et etc. Et si on ne veut pas savoir ce que c'est ou ne pas mettre les doigts dedans, eh ben, on désactive la détection de visage, des yeux, des trains, des libellules. Des poneys. Et autres. Et des poneys, absolument. Les chevaux et des licornes. aussi. Mais c'est vrai que moi, si je peux permettre quelques anecdotes, moi j'ai une collègue qui utilisait un peu son appareil photo, un réflexe Canon 1300D, donc il commence à accuser un peu son âge et qui n'a pas tous ces systèmes de reconnaissance et de suivi. Et je l'ai initié succinctement au R6 Mark II pour des photos de safari et compagnie. Et je lui ai dit, tu vas voir, tu mets la reconnaissance des fauves, des gros chats et tout ça, et le truc qui va marcher va détecter l'œil. Et elle me dit, mais non, ça marche pas, c'est pas un vrai truc, ça n'existe pas vraiment. Elle dit, si, je t'assure que ça fonctionne bien. Il reconnaîtra le lion avant même que toi tu l'aies aperçu, le lion, parce que ça marche vraiment très très bien. Et pour reprendre un peu l'analogie aussi des photographes qui n'aiment pas trop l'autofocus, moi des fois je discutais au bord de terrain avec des photographes qui utilisent des réflexes pour le sport, qui ont des rafales 10, 15 images secondes, c'est très très bien, c'est même très performant. Et aujourd'hui on a des 30, 20, 30, 40 images secondes, 50 images secondes avec du audio AM system. Et on dit à chaque fois, oui, mais ça sert à rien, machin. Et c'est les mêmes qui disaient 10 images secondes, ça sert à rien, 5 images secondes, ça sert à rien. Ça sert à rien jusqu'au moment où on en trouve une utilité. Et effectivement, on n'est pas obligé de shooter à 40 images secondes. On peut brider l'appareil pour shooter à 10 ou à 20. Mais le fait est que ça existe maintenant et que, bah voilà, à 40 images secondes, l'appareil, il reconnaît un mec à l'autre bout du terrain. Il reconnaît ses cils, ses yeux, le ballon de foot. C'est hyper impressionnant et c'est hyper efficace. On n'arrête pas le progrès, ma chère Lucette. Puis il y a 2-3 photographes qui devraient être plutôt contents d'avoir du 40-50 images secondes pour photographier le 100 mètres au JO de Paris l'année prochaine, hein, je pense. Bon, là, on a beaucoup parlé de l'autofocus, mais par le prisme du boîtier, on n'a pas trop évoqué l'optique, finalement. C'est quoi le rôle de l'optique dans les performances autofocus d'un système au complet? Alors les systèmes des optiques, les moteurs intégrés aux optiques, certains sont assez anciens. Ils évoluent pas forcément aussi vite que les autofocus intégrés au boîtier, même si certains constructeurs se targuent de mettre des nouveaux systèmes, des nouveaux moteurs plus rapides, plus silencieux, surtout je joue plus là-dessus, presque plus que sur la vitesse, parce qu'ils se reposent beaucoup sur le boîtier derrière. Et pour l'usage vidéo aussi. Et pour l'usage vidéo, évidemment. Après, on voit aussi des fois que, même avec des optiques très récentes, les boîtiers, avec des très fortes rafales, qui proposent un suivi très efficace avec des très fortes rafales, n'offrent pas cette performance de rafale avec toutes les optiques, parce que les moteurs autofocus, des fois, ils sont ou trop anciens ou juste pas assez performants. Vous prenez un Sony Alpha 1 qui monte à 30 images secondes, il montera à 30 images secondes avec certaines optiques Sony, la plupart des optiques Sony, avec des constructeurs tiers, souvent il va descendre à 15 images secondes, voire un peu moins. Ça vaut aussi le coup pour Nikon ou pour Canon quand on monte des optiques réflexes avec des bagues. C'est bridé réellement ça sur l'appareil ou c'est une sensation qu'on a? Non, c'est bridé réellement. Le constructeur vous dit, voilà, en montant telle optique avec... On te proposera pas le 30 images par seconde. Je crois qu'il sera indiqué. Il n'y aura pas marqué pas de 15 ou machin, il y aura marqué juste rafale maximum. Mais dans les faits, tu n'auras pas 30 images secondes ou 40 images secondes. Et donc là, on voit que les moteurs autofocus, les moteurs intégrés aux optiques sont très importants aussi, mais ils ont tendance à évoluer un petit peu moins vite que les systèmes intégrés au boîtier. Tout à l'heure, moi, je citais l'exemple de la comparaison que j'avais faite entre un S5 avec le 150-600 Sigma Sport monturel et le S5 II avec la même optique. J'étais surpris que Sigma n'ait pas proposé à l'époque, et n'est toujours pas proposé d'ailleurs, de mise à jour de firmware, puisque le système AF a totalement changé d'un boîtier à l'autre, ce qui tendrait à peut-être montrer que finalement la formule optique est strictement la même que le 150-600 monture E, qui existe aussi, et donc il n'y aura pas besoin d'optimiser l'optique à l'aune du nouveau système AF embarqué dans le S5 II. Voilà. Okay. Après, moi, dans tout ce que j'ai testé, j'ai jamais, alors hormis les rafales, les fortes rafales qui peuvent un peu niveler vers le bas avec les optiques constructeurs tiers ou des vieilles optiques réflexes, j'ai jamais constaté vraiment de ralentissement marquant dans le suivi et la reconnaissance des sujets en autofocus continu avec les derniers appareils photo, même avec des optiques peut-être plus modestes comme Samyang ou certaines optiques Tamron ou Sigma, ou même par rapport aux optiques constructeurs principaux. C'est pas à ce niveau-là qu'il y a vraiment une lenteur. Ça peut arriver que des vieilles optiques galèrent un peu à faire le point, il y a un petit pompage, ça fait du bruit et compagnie. Mais sur les optiques assez récentes, même les constructeurs tiers, même les optiques à 500 €, sur des boîtiers hors de prix, là, elle va reconnaître, la reconnaissance des yeux, des visages, des chats, des chiens, ça sera hyper efficace. Donc, c'est vraiment l'autofocus intégré au boîtier qui prend le dessus sur les moteurs de l'optique, mais qui reste néanmoins important. Faut pas non plus les minimiser.
Bon, on a évoqué énormément de choses autour de cette technologie d'autofocus embarquée dans les hybrides. Pour terminer, peut-être, Louis, on voit depuis quelques années dans le monde du smartphone l'arrivée de ce qu'on appelle des capteurs LiDAR ou des autofocus laser. C'est quoi finalement ces technologies et est-ce qu'on risque de les retrouver dans les mois, dans les années à venir sur nos hybrides? Alors, un capteur LiDAR, un capteur laser, il peut aider à faire le point en mesurant la position dans l'espace d'un sujet. Par exemple, on a vu beaucoup ça avec les iPhones, et ils mettent ça beaucoup en avant aussi pour leur outil de mesure à la volée. On peut se faire des mesures comme si on avait un mètre, mais sur son téléphone, grâce notamment à ce capteur LiDAR, qu'on voit aussi sur des outils de géologie, des outils Archéologie. d'archéologie, voilà, évidemment. Sur les appareils photo, alors, ça demanderait d'intégrer déjà une cellule en plus, je pense, sur l'appareil, parce que sur les smartphones, c'est souvent décorrélé du capteur, c'est un point à côté. Alors, peut-être qu'ils peuvent l'intégrer au capteur, ça, je ne suis pas non plus dans le secret des dieux. Et ça demande aussi une puissance de calcul qui est différente. Alors, les processeurs d'appareils photo s'améliorent, mais en fait, si on faisait le jeu des comparaisons pures entre un processeur de smartphone récent, que ce soit chez Apple ou chez Snapdragon pour les téléphones Android, c'est sans commune mesure. Les processeurs intégrés au smartphone, ils ont beaucoup plus de peps, beaucoup plus de jus et de puissance de calcul que ceux des appareils photo, même s'ils tendent à s'améliorer. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment une évolution matérielle et logicielle assez conséquente. Et je ne sais pas forcément si les constructeurs d'appareils photo, ils ont vraiment envie d'en arriver là par rapport où ils sont déjà au niveau de l'autofocus qu'on a actuellement en fait. Oui, est-ce que c'est pas plutôt sur les capteurs qui vont concentrer leurs efforts Oui. sur de nouveaux types de capteurs? Ça fait plusieurs années qu'on émet des hypothèses déjà, donc pour l'instant, on peut juste imaginer plein de choses, consulter la boule, mais voilà, on n'en sait pas plus. Bon, on va conclure là-dessus et mettre un terme à cette discussion. On passe, comme de coutume, au débrief. Nous sommes toujours avec le journaliste des numériques Louis Royer pour parler d'autofocus. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors Louis, si on devait essayer de synthétiser d'une manière assez rapide finalement tout ce qu'on s'est dit pendant cette émission. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la technologie autofocus la plus utilisée dans les hybrides actuels et comment elle fonctionne? Alors, la technologie autofocus la plus utilisée dans les hybrides à l'heure actuelle, c'est l'autofocus par corrélation de phase. Alors, te détailler comment elle fonctionne mieux que Volker Gilbert, ça va être compliqué. Écoutez le grand débat. Alors, il va faire la mise au point entre deux phases du même plan et puis déplacer les pixels. Bon, c'est très compliqué. Il faut savoir que c'est une technologie qui en fait est assez ancienne. Puis en fait, la première technologie autofocus des années 70, c'était déjà la corrélation de phase. C'est celle qui a permis aux réflexes d'asseoir leur hégémonie et celle qui a été intégrée progressivement aux hybrides au milieu des années 2010. Et c'est vraiment la plus efficace et c'est sur elle que se reposent toutes les avancées en matière d'autofocus, de reconnaissance et de suivi des sujets. Finalement, pour compléter rapidement, disons que le système lui-même est hybride finalement, puisqu'il cumule maintenant détection de phase, corrélation de phase et détection de contraste dans la plupart des appareils. C'est quoi les caractéristiques importantes du système autofocus à prendre en compte dans le choix de son appareil? Alors, maintenant, on va être un peu pointilleux à chaque fois quand on regarde un appareil photo moderne, on va regarder un peu les caractéristiques. Moi, j'aurais tendance à dire, vérifions déjà détection de contraste, corrélation de phase, mais ça, il n'y a plus vraiment de doute à part quelques boîtiers un peu anciens de Panasonic. Sinon, globalement, c'est plutôt quel type de sujet va me permettre de reconnaître mon appareil photo. Est-ce que j'ai besoin de mon appareil photo pour faire de la photographie animalière, de la photographie de sport, de photographie de course automobile, de course équine, ou juste des portraits. Des meetings aériens. Des meetings aériens, parce que maintenant, les appareils photo, la plupart des hauts de gamme, mais aussi les appareils experts et certains appareils entrée de gamme, permettent tout un panel de suivi de sujets. Et donc là, les yeux, là, le visage, là, le dos de votre chat, là, les phares de votre voiture, les trains. Et donc, ça peut être intéressant de s'y pencher quand on va acheter un appareil photo. Dit, moi, je vais faire que du portrait. Je suis un appareil performant, mais quelque part, qui reconnaissent les trains et les bus, je m'en fiche. Donc, du coup, je vais me concentrer sur un appareil peut-être qui va faire que les sujets, les yeux, les animaux et tout ça. Mais après, des fois, maintenant, ils font un peu tout. Mais pour ceux
qui aiment la photographie en basse lumière, il faudra regarder de près la sensibilité du système AF. On en a parlé au cours de l'émission, donc vous pourrez le réécouter plus en longueur. Mais par exemple, une sensibilité de moins 6 IL, moins 5 IL du collimateur central permettra une meilleure détection quand la lumière se fait rare, donc à considérer pour de la photo de rue nocturne ou la photo de spectacle, par exemple. Ou de famille. C'est quoi la différence entre AFS et AFC? Alors, AFS, c'est la mise au point ponctuelle qui se fait notamment souvent au déclenchement. Donc l'appareil photo, vous cadrez, vous appuyez, il fait le point, il prend la photo. AFC, c'est la mise au point en continu. C'est là notamment on retrouve les technologies de suivi de sujet, de reconnaissance des yeux et des visages, où là on allume l'appareil photo, on se met en AFC et on va voir souvent que des collimateurs verts apparaissent et il va reconnaître les sujets, il va reconnaître l'œil et on va appuyer et il va faire la mise au point un peu tout le temps. Ça marche très bien en vidéo, ça marche très bien en photo. C'est un peu la technologie reine actuellement. Et du coup, tu parles de collimateur. C'est quoi un point autofocus et qu'est-ce que la notion de couverture AF? Alors, la notion de couverture AF, c'est la capacité à l'appareil photo de faire le point sur toute la superficie, sur toute la largeur du capteur. Auparavant, sur les réflexes, on était très concentré au centre. Maintenant, avec les hybrides modernes, on peut faire le point quasiment sur toute la largeur du capteur. Et il y a des petits points autofocus disposés sur tout ce capteur qu'on peut manipuler à l'aide d'un joystick ou d'un écran pour pouvoir faire le point de l'extrême droite à l'extrême gauche, en bas, en haut, faire le point un peu où on veut sur le capteur. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle a à voir avec l'autofocus? Alors, au préalable, lors du développement, lors de la création, la conception d'un appareil photo, lorsqu'on travaille sur la conception de l'autofocus, on va bombarder cet autofocus, le capteur, de centaines de millions d'images de différents types de sujets, là des animaux, là des véhicules, là des avions, là des personnes, là des yeux et tout ça, pour lui dire, quand tu es dans tel ou tel mode, après, si tu vois un œil, il faut que tu fasses le point. Quand tu détectes un véhicule et c'est une voiture, il faut que tu fasses le point. C'est la façon d'apprendre à l'appareil photo, avant même sa mise sur le marché, quels sont les différents types de sujets pour que quand on sélectionne le suivi des véhicules, le suivi des trains, le suivi des insectes, l'appareil photo tout seul, il reconnaisse, il soit assez intelligent, entre guillemets, pour détecter le sujet et faire le point tout seul. C'est intelligent, un appareil? Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est plus intelligent que la personne qui le manipule? Un appareil ne... C'est le risque. Après, c'est l'intelligence artificielle, voilà, ça ne réfléchit pas en temps réel, mais il y a une forme d'intelligence parce on a une forme d'intelligence puisqu'on a pu leur faire apprendre quelque chose, on a pu leur faire apprendre quels sont les types de sujets qui existent. Bon. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 rapides scénarios de paramétrage d'autofocus pour du portrait, pour du reportage et pour de la photo d'action? Alors, pour le portrait, souvent, on va pas se leurrer, le sujet est quand même placé assez facilement au centre. Moi, j'aurais tendance à continuer à utiliser l'autofocus en continu parce qu'il y a une reconnaissance des yeux et des visages qui est quand même là. Donc, on peut se permettre de limiter, par contre, la plage de l'autofocus du capteur avec des collimateurs centraux, par exemple, et déplacer directement près de l'œil ou près du nez ou de l'oreille pour là où on va faire le point. Et donc là, après, on faut faire confiance à l'appareil pour reconnaître l'œil. C'est vraiment ce qu'ils font vraiment de mieux, hein. C'est la première chose qu'on leur a appris, ils font ça très vite et c'est très performant. Pour de la photo de rue, on peut se permettre d'utiliser peut-être une zone plus large du capteur, parce que là il y aurait quand même pas mal d'éléments à prendre en compte. Moi j'utilise quand même rarement toute la plage du capteur, parce qu'avec l'autofocus notamment en continu, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir interagir et venir perturber la mise au point, mais utiliser une zone à collimateur, pas centrale, mais une zone élargie, plus ou moins au centre, pour plus assez grande, pour pouvoir bouger à droite et à gauche et faire le point un peu sur les zones qu'on veut. Et par contre, pour la photo d'action, la photo de sport ou animalière, moi j'utilise ce qu'on appelle une photo des collimateurs centraux avec spectre élargi, tout en on peut paramétrer aussi sur certains appareils photo le type de scénario, c'est-à-dire décider que l'appareil fera le point que lorsqu'un sujet va rentrer dans le cadre, ou qu'avec du sujet au premier plan ou du sujet à l'arrière-plan, pour éviter justement de trop polluer sa photo quand il y a beaucoup d'actions ou beaucoup d'animaux ou beaucoup de gens qui jouent au ballon au milieu. Il y a une chose dont on n'a pas parlé dans l'émission, qui est importante et qui vaut pour ces 3 exemples-là finalement, c'est aussi la prise en compte de la mesure de l'exposition, de la mesure de la lumière en même temps qu'on fait la mise au point. Il est possible, dans la plupart des cas, moi ça m'arrive souvent de le faire, notamment en paysage, que ça suive aussi le de dissocier la mesure de l'exposition de l'endroit où on va faire la mise au point. C'est-à-dire par exemple d'effectuer, si on a une scène très contrastée par exemple,
avec beaucoup d'ombre au premier plan et puis un arrière-plan totalement qui est baigné de lumière. On peut essayer de faire la mise au point sur une zone intermédiaire. Donc on effectue sa mise au point, on recadre et ensuite on effectue l'autofocus finalement. Et on peut configurer son boîtier de sorte que ce ne soit pas la même touche qui fasse les deux actions. Voilà. C'est un truc qui est compliqué à faire sur les smartphones où souvent vous faites le point, en même temps vous voyez l'exposition qui change directement puisque le smartphone, lui, souvent il va pas assez de lumière donc il va augmenter l'exposition ou la baisser drastiquement dès qu'on fait le point et c'est compliqué de décorréler l'un de l'autre. Merci Louis pour toutes ces explications. On termine cette émission avec le traditionnel quiz. Louis, je le rappelle, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien recompris la consigne, Louis ? Oui, 30 secondes. Alors on y va. Première question qui nous vient d'un dénommé Emric. L'autofocus n'est-il pas trop surestimé dans l'achat d'un appareil photo numérique aujourd'hui ? L'autofocus, il est même plus du tout. C'est même plus qu'il est surestimé ou sous-estimé. Vous achetez un appareil photo numérique maintenant, un appareil récent, l'autofocus, il est prépondérant. C'est un système. Vous allez allumer l'appareil photo, il va faire le point très 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 rapidement et vous allez lui dire ah ouais. Là, si vous venez du monde du réflexe ou des vieux hybrides, vous allez dire mais c'est phénoménal à quel point c'est impressionnant. Et du coup, au bout d'un moment, on n'arrive plus à s'en dissocier. C'est une des parties intégrantes à l'appareil photo. C'est qu'il n'est pas surestimé, c'est que c'est peut-être un des premiers critères. Oh, mais je la trouve intéressante la question. Moi, je Bien trouve sûr, qu'elle est surestimée bien sûr. parce que finalement, il y a des appareils aussi. Enfin, je reste un grand fan du GR3 par exemple de Ricoh et je l'utilise pas pour son autofocus typiquement. J'utilise même principalement avec le mode snap dont on n'a pas parlé. On aurait pu en parler. Pensez à tous les aussi. utilisateurs de M11. Ou de l'hyperfocal ou la photo au télémètre, la photo de rue au télémètre. Voilà. Donc trop surestimé, je suis assez d'accord. Enfin, moi, j'aime bien la question en fait. Ça dépend si. Alors, c'est dans l'achat d'un appareil un peu récent. C'est rare de trouver des appareils qui n'ont plus d'autofocus performant à part aller chez du Leica. Et même chez Ricoh, si demain ils te sortent le GR4 et que d'un coup l'autofocus est phénoménal, tu diras ouais, mon GR3 finalement, bon, certainement je peux remiser quoi. Certainement, mais finalement. De savoir que l'un va faire la mise au point sur les ailes du papillon, etc. Bon, je trouve que on commence à être dans le tatillon et superficiel, quoi. On continue. Deuxième question qui nous vient de René. Pensez-vous que l'autofocus du Z9 sera décliné sur les prochains modèles Nikon ? Et il précise le Z8, le Z6 et le Z7 Mark III. Il va y avoir un Z8. J'étais pas au courant. Alors, Z7 Mark III. Z7 Mark III. Alors, a priori, ça, on en parlait plus tôt dans l'émission, ça a tendance à ruisseler, effectivement. Après, est-ce que toutes les améliorations qui sont issues dans le Z9, qui est quand même un boîtier à 6 000 € pour le sport, pour la vidéo, pour tout ça, ça va être décliné sur des appareils plus modestes ? Pas forcément tout, mais a priori, il n'y a pas non plus de raison pour qu'ils brident sensiblement leurs futurs appareils, parce que le Z8, ça va être quand même un appareil très haut de gamme. Après, est-ce qu'ils seront aussi réactifs ? Je suis pas sûr. Ou aussi radicaux, c'est-à-dire supprimer l'obturateur. That is the question. Affaire à suivre. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Romain. Que penses-tu du changement d'autofocus chez Panasonic et pourquoi seulement maintenant ? Alors, le changement d'autofocus chez Panasonic, c'était attendu depuis assez longtemps. On est quand même très satisfait de le voir arriver puisque c'était un peu leur principal retard par rapport aux autres constructeurs. Et ils font ça plutôt de très bonne manière. Alors pourquoi ça a pris autant de temps ? Pourquoi ça arrive maintenant ? Est-ce qu'ils avaient un stock invraisemblable de capteurs avec uniquement de la détection de contraste et ils ne voulaient pas implémenter la correction de phase, que ça coûtait trop cher à changer ? Ou est-ce qu'ils avaient un vrai retard technique dedans ? On ne sait pas vraiment, mais le fait est que maintenant ils ont rattrapé le retard. Il faudrait qu'on coince Yamane-san, un de ces quatre. Non, mais c'est une vraie question. On se demande souvent pourquoi est-ce que ils ont. Alors des fois, les gens font ça aussi dogmatiquement. On est surtout quand on vient du Japon, on est très bloqué sur quelque chose et on s'y accroche mordicus jusqu'à ce qu'on change. Des fois, nous, on sous-estime pas un peu les contraintes et enjeux industriels qu'il y a derrière le développement de tous ces magnifiques produits. Mais ça, ils ont peut-être acheté des centaines de millions de capteurs avec détection de contraste et qu'il fallait les écouler. Et le temps qu'ils les écoulent, on ne sait pas. Quatrième question qui nous vient d'un dénommé Benjamin. Donc pas Benjamin Favier, pas Benjamin Tantôt, un autre Benjamin.
Je suis perdu dans tous les modes autofocus. Aidez-moi. Alors, ça dépend vraiment de votre utilisation, mais si dans 30 secondes, mec. dans le but c'est de suivre les sujets actuellement, il faut se reposer sur l'autofocus en continu avec une détection des yeux et des visages des humains. C'est un peu le format par défaut des appareils photo modernes. Et si vous voulez vraiment plus prendre votre temps, que vous voulez pas vous laisser embêter par tous ces suivis, il faut rester en autofocus ponctuel et faire des natures mortes, faire des paysages. Et là, vous pouvez très bien vous en sortir. Mode AFS, autofocus ponctuel, cadrage, décadrage, il n'y a pas de problème. One shot pour les canonistes. 5e question d'un ami à nous, un ancien confrère, Bruno Labarbère. Est-ce que l'on a des nouvelles d'une technologie similaire à celle des litros? Je sais pas ce que c'est. Alors Louis sèche sur le litro. Benjamin, est-ce que tu veux prendre la suite? Ouais, non, moi j'ai pas de nouvelles du litro. On a parlé post-focus tout à l'heure d'ailleurs. Donc c'était un petit peu le principe de ces appareils-là. Mais si Bruno pose la question, c'est qu'il a peut-être lui-même des infos. Donc Bruno, aide-nous. On est perdu. Alors le litro, c'était un appareil qu'on appelait plénoptique. Je Absolument. Crois. Un truc comme ça. Donc il y avait plein de modules photo, finalement, comme sur un smartphone. Je vois très bien ce que c'est maintenant. Mais effectivement, j'ai aucune nouvelle. Et qui permettait justement de pouvoir gérer et la mise au point et le bokeh a posteriori en post-production. Bon, voilà. On verra. Dernière question, Louis, une question de mes soins, une question qui tue. Si tu devais choisir, et jusqu'à la fin des temps, un autofocus continu capable de choisir tout seul le point de mise au point et donc le sujet principal de ton image, ou un autofocus avec un seul et unique collimateur en mise au point ponctuelle. Celui en ponctuel, on peut déplacer le collimateur ou... Non. Non, ok, bon. Et il est aux 2 tiers gauche. Ça m'obligerait à des cadrages un peu invraisemblables. Je pense que je ferai confiance... je suis un moderniste, je ferai confiance à l'autofocus en continu, même s'il est un peu bridé à ce moment-là. Ça fait flipper quand même. On n'est plus maître de rien maintenant. Enfin bon, c'était la question qui tue. On conclut le quiz là-dessus. Nous voilà désormais à la fin de cette émission, le premier épisode de la saison 6 du podcast Faut pas pousser les ISO. Louis, grand merci une fois de plus d'être venu à nos micros pour nous partager tout ton savoir. C'est toujours un plaisir de te recevoir. L'actualité des numériques en ce moment, niveau photo, alors donc tu as le X2D d'Hasselblad que tu nous as gentiment exhibé ce matin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en test en ce moment? Alors du coup il y a le Hasselblad X2D Sensé comme tu viens le voir, il y a pour la semaine qui arrive là, il y a un petit nouveau Fujifilm 33 mm f1.4 pour APS-C, une optique équivalent 50 mm qui est très très agréable et assez réussie je dois dire. Il va arriver prochainement f2.8 non f1.4 le 33 R, LM, c'est pas le 30 macro non c'est le 33 voilà, f1.4 et il va arriver prochainement le Canon RF 135 1.8 mm pour les amateurs de portrait et voilà, après on espère, moi j'entends des rumeurs ça et là que quasiment tous les constructeurs vont nous abreuver d'appareils photo cette année, donc m'abreuver de travail aussi, mais on a hâte de voir ce que va nous sortir Canon, Sony, Nikon, Leica, voilà. Même Pentax, il y a un vieux réflexe Pentax qui est sorti il y a quelques mois, qui est un rebadge d'un ancien modèle. On se dit peut-être qu'on va mettre la main dessus, parce qu'il n'y a plus de réflexes qui se font, mais il y a toujours un marché, peut-être. Si, ils vont sortir un modèle argentique. Ah oui, d'accord, oui. C'est plus compliqué d'évaluer la vidéo sur un modèle argentique. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Puis on te donne rendez-vous, Louis, en saison 7 pour les traditionnels guides d'achat de fin d'année, on espère. Oui. La semaine prochaine, nous plongeons dans les entrailles de la Terre. Pour la première émission au coin du feu de la saison 6 du podcast, nous aurons le grand bonheur de recevoir le photographe Rémi Flamand, spécialisé dans la photographie souterraine. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo
pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par le Lumix S5 Mark II, le premier appareil Lumix avec un autofocus hybride à détection de phase et de contraste. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.